Silence sur le plateau, attention, dans 3, 2, 1... Action! Et coupé! Oh, mais c'est un rap tout le monde! Au montage! Hey, good job! Bonjour tout le monde et bienvenue à Les Satiriques, le Allô. podcast sur l'envers de l'écran, épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va parler d'affiches de films. On envoie toutes des affiches, mais comment ça se passe, comment on les crée, c'est quoi, comment viennent les idées et tout, ça nous intéressait. Oui, vraiment. Puis, en premier lieu, on enregistre en ce moment entre la diffusion de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Donc, on a tout mis ça enfin sur Internet. On a réussi à être sur iTunes, on est sur Google Play, on est sur YouTube, on est sur... Puis être sur iTunes, c'est quasiment aussi tough que passer les douanes pour un vol international, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, Puis, en fait, ils demandent à ce qu'on leur envoie un épisode, puis là, de là, ils vont dire si oui ou non, ils acceptent de nous mettre sur iTunes de balado. Je comprends pas ça, parce qu'il y a plein de podcasts qui sont vulgaires, pourtant. Est-ce qu'ils peuvent vraiment te dire... Non, mais non, ils vont juste mettre vulgaire, c'était vulgaire. ok, c'est Ils vont l'accepter quand même. C'est que nous, ils nous ont écoutés, puis ça a l'air qu'on est correct. En même temps, y a-tu vraiment des gens francophones qui écoutent ça, ou c'est un anglophone qui fait ils ont l'air gentils? Those people know the movies. Ouais, en tout cas, je sais pas pourquoi. Mais, en tout cas, moi, je me suis écouté, puis j'ai bien aimé ça. Le son sonne bien, les invités étaient intéressants, mais malheureusement, je me suis rendu compte que je coupais constamment les invités. Mais dans des discussions animées, souvent, ça arrive. Hein? C'est pour ça aussi qu'on le rappelle, ce podcast-là, c'est pas une entrevue. C'est-à-dire que si on a un flash, on a un cue, on va couper la parole, mais on va essayer de le faire un peu moins. Ouais, un peu moins. On pose des questions, les gens y répondent, ils ont des super bonnes réponses, puis au lieu d'écouter ce qu'ils ont à dire, bang, moi j'écoute, puis on comprend pas. J'avais mes écouteurs, puis j'écoutais l'épisode, puis là je me disais, wow, super intéressant. Non, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu fais? Pierre-Luc, arrête de couper. Je coupais moi qui coupais les autres. Coupéception. C'était Coupéception. Coupéception. Puis je me suis rendu compte aussi que je parlais un peu trop rapidement. Ce qui faisait en sorte que, à place de dire mon idée en une phrase, je disais en 3 phrases, mais que ça durait la même durée. En finissant celle de la personne qui parlait avant toi aussi. En plus, donc... Mais t'es une vraie merde! je suis une vraie merde, mais je vais tenter de ralentir mon débit, Absolument. de trouver les mots appropriés pour chacune de mes phrases. Et j'ai eu un conseil de Pierre-Luc Racine du podcast Trois-Bières. Qui a un débit assez Mais justement, rapide. Il aussi. prend des cours en ce moment de prononciation, tout ça. Diction, Ouais, puis il me dit, le truc que mon prof m'a donné, c'est de lire à voix haute de 5 à 10 minutes par jour un texte en français super lentement. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on faisait à Sainte-Thérèse et que je continue de faire en doublage aussi. C'est vrai que ça aide beaucoup pour la pause de la voix, pour le rythme, le débit et tout. Donc, entre l'épisode numéro 1... Excusez, je vais le dire tranquillement. Entre l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 10, vous devrez T'articules entendre... bien aussi, là, les gens voient pas, mais tu mets beaucoup d'efforts. Ouais. Puis depuis tantôt, j'ai un crayon dans la bouche, vous le savez pas, là. Ça, c'est malade. Je travaille très Puis fort. ventriloque en plus, le tabarnouche. C'est malade. En fait, on se demandait aussi, est-ce qu'on va vous parler ou pas de nos projets qu'on fait actuellement? J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent pour le savoir aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est sous embargo sur beaucoup de choses parce qu'on développe 2 projets en même temps qu'on ne peut pas vraiment révéler. Mais Des projets de long métrage, on peut le dire. Oui, exactement. Oui, ça on peut le dire. Et maudit que c'est de la job, hein. C'est vraiment ardu, mais super le fun. C'est là qu'on se rend compte qu'un scénario, c'est beaucoup plus difficile à écrire qu'on peut le penser. Vraiment. Puis nous, c'est parce qu'on vient d'un monde où on écrivait des sketchs, des formats courts, des parodies, souvent avec une forte influence sur quelque chose. Et là, il y en a pas de référence, il y a une inspiration, mais tout est à faire depuis le tout début. Puis comparativement à avant, où est-ce qu'on était bon pour trouver des idées, trouver des concepts, trouver des gags, là, c'est la psychologie de personnage qui devient le truc le plus compliqué à trouver et auquel on n'est pas encore habitué. Puis c'est drôle parce que tu m'en parlais justement récemment, puis depuis qu'on fait ça, on dirait que je regarde un film avec beaucoup plus d'analyse. Tu sais, on dirait que là, je me concentre sur l'histoire, wow, ils ont pensé à ça, puis là, ça c'est un retour à ce que... Ouais. Tu sais, toi, tu le maîtrisais, mais moi, c'était nouveau pour moi. Tu sais, la scène 56 est le fun parce qu'il y a eu la scène 44 et 17 qui ont donné une information qui ont ramené à la scène à toute fin. C'est super bien ficelé. Ouais. Puis quand c'est rendu que les gens disent que hey, ce film-là il était super bon, mais la scène 45 c'était un peu invraisemblable. Ben tu l'écriras toi. Ben c'est ça, je me dis, attends, comment? Au pire, il y a un truc qui fonctionnait pas sur 1h30. Le film est quand même bon, là. Ben oui, c'est sûr. Donc, finalement, cette semaine. Oui, parlant de affiches film, de film. exactement. Moi, j'adore les affiches de films. On va en parler plus tard, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je suis vraiment content d'avoir 2 pros en la matière aujourd'hui pour nous expliquer en gros là, comment ça se passe. Pierre-Luc Saint-Germain et Léandre Meilleur, qui sont 2 gars qui sont des graphistes. Et Pierre-Luc Saint-Germain, je l'ai connu parce que c'est lui qui faisait les storyboards Scénarimage en français Scénarimage. pour Les Gars des Vues. Ce qui fait que je l'ai connu comme ça, puis c'est lui qui faisait les posters aussi pour chacun des épisodes. Puis
je me disais, ok, je pourrais l'inviter, on pourrait parler de quoi? On pourrait parler de poster. Puis c'est super intéressant parce que on en voit souvent, mais on sait pas comment ça fonctionne, combien ils ont de temps pour l'en faire, ils ont du budget pour faire ça. Est-ce que y a-tu de la compétition? Comment on fait pour expliquer un film en une image qu'on va comprendre en 15 secondes? C'est ça. Moi, j'en ai appris beaucoup, fait que ça risque de vous plaire. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'avaient à dire les deux gars. Donc, on part ça? On part ça! Les jumeaux cosmiques, c'est facile de parler. Bienvenue au podcast des satiriques. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Luc Saint-Germain et Léandre Meilleur et on va parler poster. Poster, oui. En fait, c'est Pierre-Luc que je connais le plus. On se connaît depuis longtemps. En fait, Nicolas, je suis désolé, mais on s'est connus 8 mois avant que toi et moi on se connaisse. Oh, fuck off! On était en 6e année. 6e année primaire. 6e année primaire. Puis déjà là, tu dessinais, t'étais illustrateur. J'étais à ma 10e année en carrière de dessin. Là. Moi, je suis né avec un crayon de cire dans les mains, puis ça n'a jamais lâché. Toi, chez Saint-Hubert, tu te tripais, là, avec le. Tu sais, où il t'amenait Saint-Hubert, j'aimais mieux. Red chez Lobster. Red Lobster. J'ai né avec ma tranche de pain grillé, puis mes crayons de cire, là, c'était parfait. Le paradis. Ouais, le paradis. Donc, c'est ça, ton background, en gros. Donc, toi, t'es. Moi, ma mère disait que j'étais comme illustrateur de naissance, puis j'ai comme appris à devenir graphiste là, avec le temps. Dans le fond, j'ai fait ma technique au collège antique en design, en graphisme. Puis après ça, c'est là j'ai rencontré aussi Léandre. J'ai fait mon bac en design graphique à l'UQAM. Ensuite de ça, j'ai été dans des petits studios. J'ai enseigné un petit peu aussi au cégep. Puis après ça, ben là, j'ai mon propre petit studio là, maison depuis 3-4 ans, en fond. Là, que je collabore avec plein de clients culturels et cosmopolites. Toi, Léandre? C'est un peu la même chose. En fond, je suis pigiste depuis déjà plusieurs années comme directeur artistique, design graphique. Okay. C'est-à-dire que les termes maintenant sur le design graphique ou le graphisme, ça s'entrecroise un peu, mais comme Pierre-Luc, j'ai fait aussi l'école à UNSIC, mais à partir de ma graduation d'UNSIC, j'ai commencé à travailler. Puis UNSIC, mettons la différence avec l'université, UNSIC, c'est le niveau collégial. C'est une technique. Ouais, c'est les techniciens. Graphiste. Parce que l'infographie, c'est autre chose. C'est vraiment une autre technique où c'est du c'est de la pré-impression. Ouais. C'est-à-dire que là, dans le graphisme, on est plus en création qu'en technique de pré-impression. Mais le bac, qu'est-ce qui donne le plus c'est tout l'aspect conceptuel. L'aspect conceptuel, ouais, si on veut pousser comme les messages derrière les images, dans le fond. Ouais. Il y a très peu de technique, en fait. Il y a très peu de technique, ouais. T'es mieux de savoir. Il n'y a pas de cours de Photoshop, là. Non, t'as du monde qui viennent des Beaux-Arts ou de Sciences Po qui atterrissent là, puis il faut qu'ils mangent des croûtes au début là, pour savoir c'est quoi un layer dans Photoshop. Là. Ouais. Souvent, les gens qui arrivent directement au design n'ont pas nécessairement fait le graphisme, mais beaucoup. Fait que c'est leurs idées qui leur ont. Exact. Ouais. Pour rentrer là, les auditions, c'est pas des auditions. Là. Portfolio. On n'a pas un texte. Okay. Non, parce que je veux faire ça parce c'est pas, mettons, OK, on vous donne un concept, là. Faut que vous trouviez un concept d'image. Il y en avait à UNSIC, il y en a eu un. À UNSIC, il y en a eu un. Là, je suis sûr qu'il y en a, mais non, les tests d'admission, parce que ça me faisait juste rire que tu parles d'audition, je m'imaginais comme réciter une affiche, là, grosse tête, fond jaune. Je t'interromps 2 secondes parce que ça me rappelle un gag. En fait, c'était un animateur de show de variété en fin de soirée qui s'appelait, mon Dieu, j'ai oublié son nom. C'était quoi? Non, c'était aux États-Unis. Okay. C'était le Late Late Show with. Jimmy Carter? Non, il est grand blond. C'était un ancien joueur de basketball. Mon Dieu. Puis lui, il faisait, j'ai pas le temps avec mon. Bird? C'est pas Letterman? Non. Mais c'était. Il joue au basketball. Non, je pense pas. Mais c'était. Lui, il disait, avec mon emploi du temps chargé, j'ai pas le temps d'aller voir les films. Donc aujourd'hui, je vais faire la critique d'un poster. Il dit j'ai vu ce poster-là. Angelina Jolie est clairement plus grande que l'autre. Je trouvais que vers la fin du poster, les noms étaient trop petits, c'était juste très drôle parce qu'une fois par mois, il faisait la critique d'un poster. L'histoire n'avait pas rapport avec non, mais non, c'est ça. J'imagine qu'ils doivent s'aimer parce qu'ils se prennent par la main sur l'affiche, puis c'est juste drôle comme segment, mais ça m'a fait penser à ça. Mais bon code, parce que c'est vrai qu'on peut parler de l'affiche plus tard. En fait. J'imagine qu'on parle de l'affiche plus tard. Ouais, c'est clair. Mais c'est souvent des codes comme ça pour comme faire venir l'audience justement là. Faut raconter un film à travers une affiche. C'est quand même fou, hein. T'as pas beaucoup de temps pour attraper le monde. Vous avez vu sur internet, ça circule, c'est ils mettent mettons 60 posters de films où c'est la face avec des écriteaux par-dessus. Tous les posters où ils sont dos à dos sur un fond blanc, un peu complices. Tu sais, puis ils en montrent toutes les bleus, toutes les rouges, puis tous les films d'ado où est-ce qu'il y a comme des jambes de femmes en avant-plan. Oui. The Graduate un peu la séquence de. Ça c'est vrai, c'est devenu une autre affaire. Tu sais, même le film de bowling là, avec Woody Harrelson, c'est ça, tu sais, c'est 2 jambes de filles puis ils sont là entre les jambes. Ouais. Kingpin, ouais. Mais ça, finalement, ton parcours, tu disais. Mon parcours, moi j'ai commencé à travailler à partir de la fin du cégep. J'ai eu mon stage, j'ai eu un emploi
au lieu de mon stage. Donc, ça s'est comme enclenché très rapidement. J'ai commencé à travailler à mon compte après peut-être 3 ou 4 années. À me promener, faire du freelance dans des studios. Fait que j'ai pas tant fait beaucoup d'agences, mais par petit peu. J'étais allé comme travailler comme quelques semaines dans un spot où tu peux aller travailler sur des projets que tu n'aurais pas accès chez vous. C'est le portfolio qui vous représente. En fond, tu sais, mettons, toi, c'est un démo, moi, c'est une maquette, mais vous, c'est vraiment une espèce de pas de me pointer en me disant, toi, c'est un démo, moi, c'est une maquette. Ouais. Les gens, je pense pas que je pointe Pierre-Luc. Ok, parfait. Toi, c'est un démo, moi, je me pointe moi. C'est bon. Mais vous, c'est comme une espèce de catalogue, une espèce de binder. Ben, c'est de plus en plus en ligne aussi. De plus en plus en ligne, ouais. Moi, je suis vraiment pas à jour là-dedans. En fait, ça fait des années que je veux me faire un site web, puis j'ai juste pas le temps parce que là, il y a ça, puis il y a le bouche à oreille, dans le fond. Tu sais, bâtir son réseau, ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui reviennent aussi quand tu prends soin des gens. Il y a une fidélité, j'imagine aussi. Contrairement, mettons, à des réels, des comédiens, il y a des roulements, mais imagine, si aimes ce que tu fais, tu pourrais rester là très longtemps. Encore drôle, il y a des clients qui ils voient pas vraiment les relations clients comme des trucs très loyaux. Les offres, faut qu'on change de toute justement façon. Dans le cinéma, mais c'est drôle parce qu'au niveau de l'affiche, c'est très c'est dansant. Ouais, ça, justement, après ça, toi, quand tu devais t'engager, c'était-tu dans un endroit qui faisait des posters? Déjà? Exactement. J'ai eu une job après ma première année d'expérience dans un studio qui s'appelle Renzo Design. Ouais. Et Alexandre Renzo est un affichiste qui a fait une Ok, c'est un terme. On appelle ça un affichiste. Ouais. Très prolifique. En fait, lui, il n'est pas qu'affichiste, il est designer et directeur artistique aussi, mais quand on parle d'affiche, on utilise ce terme-là souvent. Ok. Et puis, dans le fond, il y avait une belle connexion avec déjà beaucoup de studios, beaucoup de distributeurs en fait, parce que c'est les distributeurs qui engagent les designs, les bureaux de design pour faire les affiches. Et il y avait déjà des trucs avec Alliance, avec Crystal, avec TVA Film qui étaient assez bien installés. Je pense que lui, son entrée de jeu, ça a été Les Invasions barbares. Les Invasions barbares. Ouais. Fait que dans le temps, il l'avait engagé pour ce film-là. Il a pitché, je pense comme plusieurs studios, il a dû Tu fais faire, des pitchs d'affiches? Beaucoup, hein. Ouais, ça se passe beaucoup comme ça. Comment tu fais? Tu prends... Faut que tu sois... Des esquisses? C'est ça. Il y a toujours un choix à faire par rapport à est-ce qu'on y va vraiment, on en fait plus, on en fait moins défini, ou on en fait moins, mais on les pousse plus. Tu lis le scénario? Tu te fais briefer par le réal? Des fois, on recevait des DVD, des fois, on recevait des invitations à aller voir des pre-screen. Avant même que le film soit au cinéma, il y avait une version. Ouais, j'ai vu Roméo et Juliette en pré-visionnement, puis c'était spécial, pas de musique. C'est toi qui l'as fait, l'affiche? On a pitché, mais on l'a pas gagné. Okay. Il y a tellement... Je me souviens plus. Non, on l'a pas gagné. Non. Mais donc, tu vois le film, puis après ça, tu fais un croquis, un dessin, ou tu fais un montage Photoshop? Ou... Il y a beaucoup plus de Photoshop que seulement de croquis, parce que comme il y a beaucoup de studios qui en font des pitchs, plus t'envoies des esquisses, moins t'as de chance peut-être d'avoir le produit fini que le studio va choisir. Dans le fond, que le distributeur va dire, ben si on envoie trop des trucs rough, ils ont peut-être pas toujours la vision de l'avoir fini. Fait que c'est mieux de s'avancer puis de faire des trucs qui sont déjà plus aboutis. Évoluer, mais si vous n'êtes pas payé s'ils le prennent pas, c'est une chance à prendre. Ça, c'est le concept du pitch. Mais votre emploi... Des fois, il y a des enveloppes là, pour des pitchs. Ouais, mais tu sais, mettons en pub, je connais plus les pitchs en pub, tu proposes avec un storyboard quelque chose, parce que vous amenez quasiment le produit final. C'est ça qui est différent. Tu sais, c'est un pitch, mais il ça arrive-tu proche qu'ils prennent la proposition? Ça arrive-tu qu'ils disent, OK, c'est ça? Ouais. On le prend tel quel ou presque. C'est vraiment un gamble, je pense qu'on disait. Non? C'est un gamble parce qu'il faut que... Des fois, tu sais, c'est un peu... je sais que la stratégie de... Parce que moi, dans le fond, Léon me fait rentrer à ce studio-là par après. Okay. J'ai travaillé avec un autre des partners qui était là, qui s'appelait Marco Toba, qui est en fait la paire de fesses sur l'affiche des Invasions barbares. Okay. C'est pas Rémi Girard, c'est sa paire de fesses. Je le trouvais game, Rémi. Ouais. Attends, le poster, c'est le graphiste. Parce que l'affiche des Invasions barbares, c'est une paire de fesses qui est comme dans un couloir d'hôpital, puis on voit la jaquette d'hôpital. Ouais. Il était comme colocataire des studios Mario et Renzo. Et donc, Renzo a demandé à Mario d'être le modèle de l'affiche. Ouais. Et donc, ça, c'est le modèle qu'il avait utilisé pour le pitch. Pour le pitch, mais ils n'ont jamais repris les c'est l'affiche finale. C'est l'affiche finale. C'est la photo. Dans les bureaux de graphisme, ils ont fait, hey, va là-bas, la lumière est belle, ok, parfait, je vais prendre une photo. Dénude-toi, puis. Dénude-toi. Puis là, je pense qu'il y avait un concept que la craque de fesses faisait une signe de croix. Faisait la croix, ouais, la croix catholique. Moi, j'aimerais que la signe fasse un truc de défibrillateur. J'aurais trouvé ça plus impressionnant qu'elle fasse le zigzag. Ça aurait été cool. Ce qui était très drôle, c'est que 6 mois plus tard, il y avait ses fesses sur le pont Jean-Cartier. Ah, c'est vrai? Et ses fesses sont oscarisées. Hey, c'est vrai? C'est
incroyable. Il est super fier de ça, lui. Le trafic, on l'a dans le cul. Ouais. Mario, Mario, quand il accueillait ses clients, il disait fièrement, c'est mes fesses. T'sais, il était content de faire partie Tu sais, de dans la ta fiche. première date, t'amènes la fiche, fais comme ça, c'est à peu près à ça que tu dois t'attendre. Tu mets ça sur Tinder, ça fait. Non, mais c'est fou, ça veut dire que l'idée de pitch, finalement, était assez bonne. C'est pour ça que je dis que c'était quasiment une version finale, c'est c'est ça, ou à 80% ou à 85%. Mais c'est pas parce que en fait la technique c'était d'inonder dans le fond lui ce qu'il imaginait dans le fond la table de présentation qu'il était pour imprimer plein de 11-17 mettons des formats d'affiches avec tous les concepts. Fait que lui je sais que son stratagème à l'époque c'était d'en faire le plus possible, même des moins finis, pour inonder la table pour être sûr d'avoir la pitch que visuellement ses propositions représentent un plus gros volume dans le fond puis que le client est C'est un peu comme un compositeur qui te proposerait 6 versions différentes du thème. Il y a peut-être plus de chances de l'avoir versus quelqu'un qui n'amène une. Exact. Ouais, ok, exact. mais c'est logique, j'avoue. Puis j'imagine qu'il fallait avoir des. C'est des billets de loterie, on en achetait plus. Aller dans des mais c'est directions différentes aussi pour s'assurer Oui. qu'il va réussir à atteindre ce que le réal ou le distributeur, je sais pas qui choisit finalement. Beaucoup plus le distributeur. Le Ah ouais. réalisateur était là quelques fois, là, mais rarement. Ok. Ça dépend du financement aussi. Tu sais, ouais. si t'as un film de. Tu sais, bon cop, bad cop, whatever, tu sais, t'as besoin d'avoir les vedettes, tu sais, forcément. Si t'as un film d'auteur de Stéphane Lafleur, là, tu sais. Ok, tu veux dire que mettons, aller- tu vas faire un Photoshop avec 2 personnes qui sont pas les acteurs principaux, puis là, si c'est ce concept-là qui est choisi, ils vont faire un Photoshop avec. Oui, des fois, c'était Ouais, des fois, on les re-shootait. Dans le fond, c'est que nos affiches servaient de maquette à faire une photo parce que le comédien ou la personne qui était dans l'affiche, on pouvait pas nécessairement le maquiller. Tu sais, c'est-à-dire qu'on pouvait pas imiter la shape de Réal Bossé avec notre cast au bureau, tu sais. Mettons, c'est pour un film. Continental. Continental, ouais. Mais quand ils ont vu la shot finale de je pense que c'était moi qui étais sur la photo dans le costume, mais ils ont dit, bon, on va inviter Réal Bossé à faire la même shot puis on va refaire la même place. Ok. Des fois, c'était ça, mais c'était vraiment... Chaque film a son histoire différente un peu, là, mais tu sais, d'ordre ordinaire, les distributeurs, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que plus que t'envoies de propositions, plus t'as de chances de tomber dessus. C'est fou parce que quand on y pense, en graphisme, c'est comme un réal, mais à place d'avoir plein d'images secondes pour raconter une histoire, c'est. Un frame. Ou un montage. Ouais. C'est en un coup d'œil, faut que tu comprennes. Puis comme vous dites, faut comprendre c'est quoi le style du film. C'est un film romantique, c'est un film d'horreur, c'est un film d'action. C'est quoi un peu l'histoire à travers. On disait qu'on avait à peu près 3 secondes pour comme capter la personne. Genre, c'était comme ça notre but. Si dans 3 secondes, tu la lis, la fiche, tu essaies de la décrypter, on disait que c'était peut-être trop, il y avait trop d'affaires. Mais On essaie d'arriver avec des trucs plus punchés, plus graphiques, plus simples possible. Mais c'est un monde. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, pas encore aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, je recevais souvent en cadeau des certificats cadeaux pour À l'affiche. Ouais. Puis moi, je pouvais passer. À l'affiche, c'est quoi? À l'affiche, le magasin d'affiches, encore là, sur Saint-Denis. Puis moi, je pouvais passer des heures là à juste les regarder. Puis tu sais, des fois, tu vas avoir des posters de films pour des films pas bons, mettons de Phantom. L'affiche est maladement belle. Ouais. Film est selon moi pas très bon, mais l'affiche est malade. De Shadow. Tu sais, t'as des films des fois qui passent un peu inaperçus, mais leurs affiches sont tellement magnifiques. Donc quand tu le mets dans ta chambre, oh ouais, t'aimes ce film-là, ben j'aime l'affiche! Oui, mais c'est ça, exact. Mais Comme œuvre d'art, là. Ouais, puis tu sais, justement raconter un film, toutes les Indiana Jones, les Star Wars, tu sais, encore cette espèce de on appelle ça une fresque, Ben, c'est une illustration en fait. Mais ça raconte tout, tu sais, tu vois les méchants, tu vois des scènes, tu vois les. Mais des fois, ça va être complètement épuré. Comme Alien. Comment ça va vendre Alien, dans ce cas-là, c'était justement? juste- Alien, c'était le 9. Mais je sais pas si vous avez vu C'est celui le de. ouais. Si vous avez vu le dernier Covenant, l'affiche en noir et blanin. Oui. C'est comme une espèce d'image de tragédie un peu, grecque, ouais. un peu de les gens qui sont là, puis les aliens par mieux, puis c'est magnifique. Mais est-ce qu'un poster de film où il va simplement avoir un titre, ça vend moins que un truc tapalé? Mettons Bon Cop, Bad Cop, c'est eux qui se regardent de même. À la limite, t'es familier avec le concept, fait que ça va, mais. Ils sont quoi, sont dos à dos, sont noir et blanc? Ils sont comme de dos à dos, ils se regardent Blanc. comme ça, puis t'as les States en Blanc, c'est arrière. serré quand même. Ouais, parce que. Mais t'as un tagline Super original. qui sont super le fun. mais t'as un tagline qui est vendeur. Mais si ton poster de film, c'est basically la. Tu sais, mettons Social Network, c'est Zuckerberg. Mais encore là, le tagline est fort. Mais donc, comment un. Ouais, j'essaie de me structurer. Comment un poster qui est super épuré, où il y a presque rien, va vendre de façon optimale un film s'il n'y a pas d'information? Mais en fait, tu sais, maintenant, c'est rendu. Tu sais, une des raisons pour laquelle on voit plus vraiment ou du moins, on en voit moins des affiches un peu comme tu parlais là, de Indiana Jones, de Star Wars, mais c'est que. Tu sais, dans le fond, une affiche, c'est tout le temps une campagne publicitaire. Tu sais. C'est ça. Puis maintenant aussi, les campagnes publicitaires, ben, c'est plus. Avant, t'allais dans un cinéma,
puis t'avais juste comme un format d'affiche, puis l'affiche était là, puis là, bon, ben, tu peux engager un illustrateur pour la dessiner dans les proportions d'une affiche. Mais maintenant, avec la multiplication des formats, avec les multiplex, les pancartes géantes, les bannières Facebook, puis tout ça, t'as besoin d'espèces d'éléments clés qui peuvent tu sais, comme tu prends un layer de Patrick Huard avec la face de Confior. Une bannière qui va être en bas d'un site site qui web. peut facilement être... Des dérivés. Dérivés ou... ouais. Comme quand tu fais une app, mettons, tu sais, puis t'isoles un truc. Mettons, les gars des vues, nous, ça a été le titre, mais qu'on avait replacé. On en avait fait une vignette à partir de l'image. C'est ça un peu avec Facebook puis tout ça. Mais t'es en train de dire que les anciens posters, comme Indiana Jones, Star Wars et compagnie, il y avait un peintre qui prenait une toile qui était de la grosseur d'un poster, puis qui peignait sur ça? Il y avait des retouches, ben peut-être pas une toile, mais tu sais en comme proportion. mais tu sais, c'est du monde qui j'ai un livre à la maison d'un artiste qui s'appelle Drew Struzan. Puis c'est lui qui a fait tout ce qui est Big Trouble in Little China. Okay, ouais. Justement Indiana Jones, les Star Wars puis tout ça. Puis récemment Stranger Things aussi a ben Stranger Things, ben c'est ça exactement, entre autres parce que tu sais ça se passe dans les années 80, fait que c'est un clin d'œil aussi d'avoir, tu sais, un poster similaire à son style à lui qui était très visible dans ces années-là. Puis il s'inspire aussi dans les pastiches, tu sais, dans Stranger Things, différents codes de ces films-là, de E.T. puis tout ça. Fait qu'ils sont allés rechercher un style visuel semblable à ça dans l'affiche. Mais c'est comme la fin de l'âge d'or. Tu sais, après ça, Photoshop est rentré, puis là c'est plus facile d'avoir tu sais, Face Off avec Travolta puis Nicolas Cage en hyper gros, tu sais, puis l'espèce de mode là qu'ils appellent là, les floating heads là, les têtes volantes là. Ok, ouais. Parce que c'est comme au cou, ça devient, on voit de moins en moins, ça devient ouais. C'est comme dans le background dans le ciel, il y a deux trois profil, autres une face puis un ciel. Ouais, puis une scène d'action en bas en haut du titre là, mais est-ce que Mané, là, justement, comme je disais tantôt, le tagline devient pas des fois plus important que l'image, mettons this time it's personal. Mais mettons comme le premier Alien, je pense que c'est comme In space no one can hear you scream. C'est ça, c'est fort là. Ouais. Tu sais. Mais ça ça peut venir du département de marketing du studio aussi. Des fois, c'est loin du film. Hein. Des fois, c'est comme si on a l'impression que l'affiche a été vraiment réfléchie pendant qu'il faisait le film. Mais la plupart du temps, c'est que le film, on sait pas vraiment de quoi il va avoir l'air. Ok, on sort dans un mois. C'est ça. Puis là, les gens de l'affiche, ben, il faut qu'ils travaillent avec des photos de plateau, il faut qu'ils travaillent avec des... C'est ça, fait que des fois, ils ont des idées, mais là, il faudrait avoir nos acteurs qui font tel non, nos acteurs sont rendus en vacances, là, on peut plus les prendre en photo. Ouais, les ressources auxquelles on avait droit, des fois, étaient un peu limitées, genre, puis qu'on recevait des photos de plateau, mais on savait pas quoi faire avec. Fallait qu'on maquille, il fallait qu'on fasse du Photoshop à mort. D'ailleurs, quand on a fait l'émission Les gars des vues, on s'est dit, en plein milieu de la saison 1, hey, ce serait le fun d'avoir un poster pour chaque épisode. Mais là, on n'avait pas pris de photos en conséquence. Tout ce qu'on avait, c'était des screenshots des épisodes. Fait que là... Et Pierre-Luc Saint-Germain a designé tous nos affiches. Il fallait qu'il fasse... Bon, là, j'ai pas assez de résolution. Il va falloir que je trouve une façon d'avoir un gros plan du visage. Là, ça devient super flou. En tout, 24, ouais. Fait que des fois, à un moment donné, on a compris, puis avant de faire le tournage, déjà en tête, on parodie, vu qu'on faisait beaucoup de parodies, on parodiait des styles. C'est sûr que des fois, on parle de style de poster parce qu'on les cherchait, puis on disait, OK, on veut une comédie romantique, un ours avec un humain qui font l'amour. Vous avez commencé à prévoir vos ressources. C'est ça. On a commencé à prendre des photos spécialement. Mettons comme là, on avait, OK, on va mettre dos à dos l'ours et Philip McQuaid. Les films fassent aussi, là, en fait. Là. Puis des fois, comme dans Bibi, là, on n'avait pas rien fait. Fait que là, on voulait avoir deux personnes qui se regardent face à face, en gros plan, mais on n'avait pas de bonne résolution. Ouais. Je me souviens plus de celle-là. Non, il fallait que l'éclairage soit pareil dans les deux, puis tu sais, c'est super compliqué. Fait que finalement, je pense que c'est des années de travail, justement, au petit studio où on était, là, on recevait des fois, là, surtout c'est des gigs de photos de plateau, mais tu sais, c'était tout croche, là, tu sais, c'est mal éclairé, puis tout ça. Moi, je me souviens, celle dans Les gars des vues, la saison 2, qui s'est demandé plus de travail, je pense que c'était le passage de Mortal Kombat, avec les grandes gueules. Je pense que j'ai passé comme 45 heures. Parce que le fini, on voulait que ça a l'air comme si c'était une peinture. Il y avait un petit côté vintage là-dessus. Il y avait 8 personnages à comme mettre ensemble. Je me souviens, j'avais comme changé l'ombre de bord sur la face. Mais c'était un tour de force parce que l'éclairage n'était pas du bon bord, mais on peut pas juste faire un symétrie. Fait qu'il fallait qu'il change. Donc au pinceau, tu faisais comme à la main des éclairages. Tu sais, tu pourrais acheter des backlights aux gens, c'est ça qui m'a fait capoter. Il n'y a pas de backlight au tournage, mais vu qu'on va le mettre sur un background qui est une lune, mettons, puis on veut comme si c'était la lune qui faisait un
backlight. C'était-tu pour Edouard en main de main, ça? Pour le backlight, justement? Non, c'était un contre-jour. Ah, c'est un contre-jour. Mettons, fallait d'avoir un contre-jour qui est racheté au pinceau puis au crayon. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Parce que moi, je fais du Photoshop, mais ce niveau-là, je peux pas l'atteindre. Ouais, ben toi, tu fais du After Effects, puis ce niveau-là, on peut pas l'atteindre. C'est genre faire mouvement. Mon oncle a installé Photoshop sur le vieux PC de mes parents à 15 ans, tu sais, puis je dessinais mes dessins avec ça. Je me rappelle la première fois que je suis allé chez toi, t'as dit check bien ça. Puis là, t'avais pris la tête de quelqu'un, puis tu l'as mis sur le corps de China, la lutteuse. C'est la première fois que je suis comme c'est non mais ça. C'est ça. C'est le premier Photoshop que j'ai vu. Attends, tu peux prendre la tête de quelqu'un puis la mettre sur un autre corps. T'avais-tu une Nintendo Paint, tu sais, ou est-ce que tu pouvais juste Non, on l'avait tout le temps loué au vidéoclub, puis sauf que j'ai jamais pu l'avoir. C'était nice. Tu travaillais avec Photoshop, sinon? Nintendo Paint, c'est que tu pluguais un truc dans ton Nintendo puis tu fais dessiner à la télé, genre. Tu dessinais. C'est comme Microsoft Paint, mais pour. Puis il y avait. Toi, tu devais jouer avec ça pour. Les compositions, il y avait un truc là, que tu composais des notes avec les icônes de Mario. Non, mais c'est venu quand même plus tard. Mais non, j'ai jamais eu la chance. Mais c'est vrai, t'avais tous les samples puis tu devais te faire des. Moi, j'avais fait le thème de X-Files dans Mario Paint. C'est quoi? Avec les scènes. Ouais. C'était les petits. Je pense que c'est comme la phase de Toad, la fleur, puis je sais pas trop quoi, là. Puis ça faisait des milliers. Malade. Mais est-ce que c'est l'affichiste qui trouve le slogan ou c'est une commande du studio? Tu sais, mettons, parce qu'ils sont toujours bonnes, tu sais. You're going to go fast, very fast. Je pense que c'est souvent plus les distributeurs que les studios. Là. Okay. J'ai l'impression. Mais je me souviens pas qu'on ait fait de la rédaction vraiment sur nos affiches. On se faisait vraiment plus dicter des fois la direction. Des fois, on en proposait parce qu'on n'avait pas nécessairement une direction qui nous était dictée proprement. Mais c'était vraiment. Ça arrive des affiches qui savaient ce qu'ils voulaient. C'était comme ça. Puis pub versus affiche, est-ce qu'il y en a un qui est plus rigoureux niveau commande, niveau exigence, niveau... qu'est-ce que tu veux dire pub? Je veux dire, mettons que un advertisement, mettons pour du linge, pour de la pub, ou pour un produit affiché en campagne de pub, ou une affiche de film, le processus, les exigences, je pense que c'est plus laborieux. Pour moi, c'est deux affaires, parce que quand tu fais de la pub... Oui, tu travailles sur un billboard, mais une campagne de pub, c'est pas un billboard. Souvent, c'est un billboard, 2 billboards, un affichage en ligne, un affichage en magasin. C'est un concept. C'est une plateforme qui englobe beaucoup de trucs. Tandis que dans l'affiche, t'as une affiche. Si t'es chanceux, les gens vont peut-être te dire, on va faire une affiche teaser, on va faire une deuxième affiche. Ouais. Mais souvent, c'est une affiche puis that's it. Au Québec, c'est souvent une affiche. Parce que aux États-Unis, ça... Souvent, il y a 3-4 versions du même poster. Des fois, ils en font comme une pour chaque personnage. Les Disney, surtout, souvent, c'est chaque personnage dans leur affiche. Poster, des fois, il y en a 12. Space Jam, il y avait eu ça. Mais justement, j'avais ça dans mes points dont je l'ai traité. C'était le côté marketing de l'affiche. On veut vendre le plus d'étiquettes possible versus le côté œuvre d'art. Justement, on va acheter un poster mettre dans notre chambre parce qu'il est juste beau, les couleurs sont intéressantes, puis le concept est intéressant. J'imagine que ça va être difficile de vendre de quoi de conceptuel à un distributeur. Lui, son but, c'est que ça fasse le plus d'argent possible. Fait que si t'arrives avec de quoi qui... Ben, on pourrait faire, mais on verra pas le gros plan de Roy Dupuis qui fait vendre. Fait c'est un running gag, Roy Dupuis. Ouais, c'est comme Roy Dupuis. La face à Roy Dupuis. Pas le choix. Mais je pense que c'est Mémoire vive. Renzo, il a fait une affiche avec Mémoire vive. Peut-être profil, là? Ouais, c'est une belle affiche. Ouais. Mais c'était comme, c'est ça, c'était un take sur une photo différente. Là. Que c'était pas juste une photo de face ou une photo. Tu sais, il y avait comme la photo avait plus l'air d'une photo d'un catalogue de mode que d'un poster. C'est ça, fait quand il y a des grosses vedettes, bon, là, c'est ça. Des fois, c'est impossible de négocier. Là. Ben, en fait, si ça serait juste de nous, des créateurs, tu t'essaierais de trouver un autre. Tu sais, quand même un autre concept, tu sais. Au pire, tu mets son nom en gros, mais tu vois pas sa face. Parce que ce qui va faire en sorte que tu vas mettre un affiche dans ton salon, ça va être soit que t'aimes la propriété, t'aimes Star Wars, t'aimes Fast and Furious ou whatever, ou que l'affiche est belle, encore mieux si les deux. Mais on va parler du Shining, la shot de Nicholson. Il y a des gens qui mettent ça, ben c'est cool, mais qui ont jamais vu de Shining. Mais puis en plus, c'est pas la première affiche de Shining. La première affiche de Shining, c'est Sorbas qui l'a designé. C'est jaune, puis il n'y a aucune face dessus, là. C'est vraiment comme, c'est écrit The Shining en police de caractère noir sur fond jaune, avec un petit face, il y a un petit visage à travers du thé, mais cette police de caractère-là est devenue tellement iconique qu'ils l'ont repris ensuite avec la face de Jack Nicholson. Jack Nicholson, étais-tu bien connu à ce moment-là? C'est-tu lui qui faisait vendre le film? Je pense que c'est plus Kubrick qui faisait vendre le film. Parce que, veux pas, c'est pas juste une face, oui, mais dans un contexte.
C'est une scène. Tu sais, Ouais, c'est une scène tu vois exactement. que. Je sais pas si on voit la hache dans. vois-tu la hache dans- Non, c'est vraiment juste sa face de même. Tu sais, on sent quelque chose a été cassé, que l'air un peu fou, que c'est Stephen King. Tu sais, il y a quelque chose de. C'est ça, c'est pas 3 têtes qui sont dans le vide, là. Ça devait être un Il y a un contexte. Ça devait être un de ses Ouais. premiers, j'imagine. C'est avant Batman, c'est. Je sais pas, Ben, c'est avant Batman? Oui, c'était avant Batman, mais d'après, il était déjà connu. Tu sais, il y avait Flyover je pense que c'est comme Christmas, Chinatown. Ah ouais, je c'est sais pas vrai, si c'était c'est vrai. avant ou C'est après, vrai. mais Ouais. là-dedans, il était. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez c'est quoi le poster de ça? C'est pas, il y a pas une Si je prison. me trompe pas, c'est ça. Vol au-dessus de nous. Je pense que c'est. Ah oui, ça c'est lui qui regarde en dans haut. le tiers du bas. me Mais semble. encore, Ouais, ça face en en haut. gros, là. Oui, je pense. Ouais, Je me suis ouais. pensé que l'affiche est floue. Là. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais il y a comme une grosse mode présentement aux States que c'est une compagnie, entre autres, là, qui initie ça qui s'appelle Mondo. Puis eux, ce qu'ils font, c'est incroyable. là, c'est vraiment incroyable. Ils engagent des illustrateurs et des artistes pour réinterpréter les propriétés intellectuelles, comme Star Wars. Ça commence peut-être à... Back to the Future. Back to the Future. Fait que c'est des posters édition limitée, souvent sérigraphiés, signés, numérotés. Puis à chaque fois, c'est tellement un courant underground qui est devenu gros que maintenant les compagnies, mettons comme Marvel ou whatever, vont les approcher pour faire des éditions Ils sont limitées. toujours belles leurs affiches. C'est juste incroyable. Avengers puis Wonder Woman récemment, il y a plein de posters, mais tu sais, c'est super bien Ah, fait. c'est slick, c'est beau, puis ça serait fou que le mainstream prenne encore plus de ces artistes-là pour interpréter des franchises comme ça ou des films. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je pense que de mémoire, il y a comme quand Crazy est sorti, Ok, il y ouais. avait. Je belle crois que illustration. il y avait une belle illustration. Après Mais ça, hein. il y avait Sid. Parce que dans le fond, Oui, je me rappelle. Michel Côté, il est sorti, tu sais, il est connu ici, mais quand t'envoies le film en France, c'est Who the fuck is Michel Ouais, c'est Côté, vrai. tu sais. Fait qu'il avait refait une affiche, je pense, pour la sortie européenne. C'est Je vrai, pense ça, il y que a le- comme des lunettes avec des reflets de lunettes, ça. puis il y avait comme Le les. studio Amen qui l'avait fait, je crois. Tu amènes ou c'est. Il me semble qu'il y avait ça dans leur portfolio. Ça mais se peut. Ouais. il y avait Amen, 2 mais- studios, Amen, puis C'est lui, je pense que c'est lui qui a fait ça. Anyways. Mais c'était. Epoxy. ouais. C'est Amen Epoxy. Ça se peut. C'est quand ils ont mergé ensemble, il y avait ça dans leur portfolio, il me semble. Mais leur illustration était incroyable, puis il y avait Ouais. comme justement les couleurs du drapeau gay, puis ça. Il y avait un petit quelque chose de Bob Dylan là, dans l'approche, là, comme un cover d'un de ses albums. C'est ça, donc ça fonctionnait avec le film. Oui. Le film qui parle de musique. Mais je pense que c'était ça l'inspiration. Ça me Ouais. rappelle vraiment le cover de Bob Dylan maintenant que j'en parle. Parce que, mettons, récemment, il me semble que je l'ai vu sur un site que tu m'as envoyé, Pierre-Luc. Je t'envoie-tu des sites? Tu m'as envoyé un site qu'on peut jaser ici, là. Mais, mais mettons, 1987. Ouais, ok. Le poster, Ouais. c'est 2... 81. C'est 80... 87. Deux popsicles. 87, Deux popsicles, c'est quand il est c'est plus 81. vieux. Ça, c'est 81, ouais. Ouais, 81, c'est le popsicle. Ça, tu vois, c'est quand même cool comme Ah, ça, c'est- affiche. ouais. Ouais. C'est c'est- très neutre, ce fond blanc, 2 popsicles. C'était au studio, là, Ouais. à l'époque, là. Ça, c'est un gamble qu'on a pris. En fait, l'approche de Renzo, là, si je reviens à Renzo, c'est qu'il misait beaucoup sur des affiches conceptuelles. C'était une des choses qu'il voulait vendre le plus, puis pour être reconnu pour ça, il faut que tu en proposes des fortes. Fait que 1981, on a travaillé beaucoup de propositions, mais quand celle-là est arrivée, c'était un peu vers la fin où on s'est dit, on va se gâter à faire des trucs le plus simple possible. Puis quand ils ont vu ça, je pense que ça a fait une bombe. C'est quasiment du pop art finalement. Ah, C'est ouais. c'est la canne de soupe Campbell. Là. C'est super simple, mais comme tu comprends C'est efficace. tout, là, qu'est-ce qui se passe dans le film, là. Le bleu puis le rose, puis t'es comme, ok. Ah, il y a des couleurs, il y a une raison pour les couleurs aussi? Ben, c'est goffé. Goffé, Ah, ok, ouais, ouais. popsicle, tu sais. C'était toute l'apprentissage, l'enfance. La naïveté, Ouais. ouais. Le parc. C'est vrai? Ouais. Fait que c'est que c'était ça, c'est cette petite étincelle-là qui prend pas longtemps à comprendre, qui faisait que, je pense, les distributeurs aimaient les affiches qu'on proposait des fois, parce qu'il y avait des clins d'œil, mais ça nous permettait de rentrer dans le film sans le dévoiler. Juste d'attirer le monde, juste de hook les gens. Puis celui-là, en plus, t'as pas les acteurs si connus non plus. Il y a personne non plus à Non. mettre de l'avant, là. Je pense que Troji avait son nom aussi qui pesait un peu là-dedans, là, parce qu'il Ouais. était connu, mais... Du réalisateur de Québec-Montréal. Québec-Montréal. Ben, l'affiche de ouais. Québec-Montréal est super le fun aussi. Il y en a, là. je viens de Biologique, ouais. Mhm. Ouais. Ouais, c'est une belle série, j'avoue. Là. Moi, j'ai toujours eu un fait pour les affiches de films d'horreur. Je les trouve toujours tape à l'œil. Tu sais, que ce soit Halloween, Friday the 13th. Tu sais, Friday the 13th, c'est la silhouette du tueur avec une espèce de, justement, peinture d'un petit chalet, puis les jeunes, puis tout. Puis c'est Ouais, de toujours... la forêt à l'intérieur de la série. Ouais, Ah, c'est ouais, tellement ouais, toujours ouais. vendeur. Tu sais, que même Gremlins, tu sais, une des affiches de Gremlins, c'est la petite boîte qui est semi-ouverte, un cadeau, puis là, tu vois les petites oreilles qui dépassent. Tu sais, c'est toujours... On dirait que ça le vend tellement bien, les films d'horreur. Quand j'étais jeune, on en parlait tantôt, avant que les micros s'ouvrent, on allait dans les clubs vidéo. Moi, c'était comme ça. J'allais au club vidéo. Puis, c'était avant IMDb et tout ça. Fait que tu connaissais pas trop l'histoire d'un film. T'avais pas vu le trailer T'avais non pas plus. vu le trailer non plus. T'avais pas vu que. Tu sais, je connaissais pas encore des réals. Je prenais pas un film par rapport au réal. Je les prenais souvent par rapport à la pochette. Fait que Ben j'allais oui. dans la section
action dans la section horreur. Ben oui. Puis là, je voyais des trucs cool, je voyais des monstres, je voyais des vampires. Puis c'est ça qui faisait en sorte que je regardais derrière, puis t'avais toujours 2-3 images du Des film. arguments de vente. L'affiche de Jaws, moi je me rappelle, j'étais enfant puis ça m'avait traumatisé parce que tu voyais la fille qui nage là, puis tu vois l'immense requin qui arrive pour la bouffer, puis moi je me rappelle enfant, j'ai fait oh wow. C'est-tu un dessin, ça, ou une photo? Ouais, c'est une photo. C'est une photo? Non, excusez-moi, c'était une illustration, C'est une illustration, ouais, ouais. il me semble, Ok. Ouais. Hellraiser aussi, tu sais, Texas Je pensais Chainsaw qu'il y avait un Massacre, requin c'est de tout. 70 pieds qui était dans le film. Ouais. Mais c'est ça, c'est super intéressant. Puis ça, c'est très conceptuel, je trouvais, surtout quand c'était du fantastique puis de l'horreur. Là. Ouais. Ben, c'est la même chose pour les CD puis les pochettes de disques. Ouais, j'allais- ouais, Avant, ouais. tu sais, la plupart du budget, c'était dans la pochette parce que t'avais pas de YouTube que tu pouvais googler pour aller chercher ça. Tu sais, maintenant, puis tu sais, la plupart des graphistes, des designers, c'est ça qui les influence aussi là, quand ils sont jeunes, c'est des affiches de films, des pochettes de disques. J'ai vécu un traumatisme comme ça par rapport à la pochette de King Crimson. Là. Il y a une grosse face avec des narines. Là. Ça, là, quand j'avais 4 ans, j'ouvrais la garde-robe de mon père. Puis il y avait sa boîte de disques à l'entrée. C'était la première pochette qui était là. Puis je faisais exprès de l'ouvrir pour me faire peur. Puis j'étais là. Mais moi je me rappelle quand j'étais au secondaire, beaucoup de mes amis qui écoutaient du hip-hop, moi je connaissais pas encore vraiment le hip-hop, puis je me rappelle, j'allais chez HMV, puis je prenais juste celui qui avait l'air le plus badass. Ouais. Genre lui il a l'air de rapper vraiment bien. L'attitude de la pochette. Oui, parce que t'as comme 200 personnes, puis je connaissais personne, tu sais, j'ai comme ok, lui il a l'air méchant, ok, mais je vais l'acheter. Fallait qu'il y ait le collant Parental Ouais, Advisory, Parental ouais. Advisory. Mais tu sais, Eminem a toujours eu des super belles couvertures Ouais. d'albums, vraiment, là. Vraiment. Mais ça ajoute quelque chose quand t'es un artiste ou un réalisateur ou tu sais, même un studio de film. Le réalisateur, souvent, c'est lui, il veut avoir une superbe affiche créative, mais Ça c'est le paraît quand il y studio a son mot à dire. Ouais. Sauf que quand t'as une éducation, une éthique, puis tu sais, comme tu portes une importance au branding, tu sais, comme on parle d'M&M, c'est tout le temps le gros logo M&M, Le E à avec les E l'envers. à l'envers, puis tout ça, puis il y avait une espèce de suite un peu dans ses pochettes, tu sais. Puis il y avait tout le temps une espèce de même direction artistique, photographique, il y avait tout le temps, tu voyais tout le temps lui qui était dans une composition similaire, tu sais. Ça en dit long sur l'artiste, sur le studio. Les parodies la franchise. d'affiches aussi sont drôles parce que tu sais, mettons Silence des agneaux, tu sais, c'est un visage, c'est Jodie Foster avec l'espèce de papillon là, Ouais. sur sa bouche, puis il avait fait le silence des jambons. Puis là, c'est juste un gros italien avec la même mouche mais qui est son nez, puis il est comme enlève-toi de là. Mais c'était comme vraiment la même Je me composition. souviens pas de ça, le silence des Le gens. silence des jambons, Silence of the Ham. Ouais. C'est comme un film de ouais. parodie, justement, Silence des agneaux, Psycho, en tout cas tout. Mais c'est drôle, Mané, tu dis l'affiche est tellement iconique que tu reconnais hors contexte. Ouais, Jaws ouais, ouais. aussi, tu sais, sur Internet, il y avait Pause, puis c'est un chaton qui arrive comme ça, puis c'est la même fille qui nage. Mais tu sais, quand un poster de film devient si populaire, si. Bien culte, là. dans l'image. Ouais. Ouais. Fait que maintenant, Tu sais, puis tu sais, Pulp Fiction aussi, même chose, Pulp tu sais. Fiction aussi, mais tu sais, si tu parles de, mettons, du Silence des agneaux, concrètement, dans le film, il y a jamais un papillon sur la gueule. Puis moi, pourtant, tu parlais de trucs qui te traumatisaient. Moi, je me souviens quand j'allais au club vidéo, là, puis je voyais cette pochette-là, là, Ah ouais, ça moi aussi. Mais oui, hantait. mais il y a une tête de mort Il y a quasiment une tête sur de mort, le oui, papillon. c'est une tête de mort sur le papillon, sa bouche, sur sa puis- bouche. Ouais. Ça me hantait, Ah oui, c'est sûr. ce poster-là. Puis plus tard, tu vois le film, tu sais, c'est tout aussi dérangeant, mais c'est pas il n'y a pas une imagerie, il n'y a pas un papillon de Il y a personne avec une bébête d'en face. Des fois, t'es déçu. Moi, je vais t'arriver une couple de fois, surtout dans les comédies. Je cherche une comédie que je connais pas, puis je regarde le poster. En fait, je regarde le DVD. Ça a l'air loufoque. Ça a l'air Ouais. cool, puis là, quand tu regardes le film, c'est mal tourné. Tu sais, quand tout le budget a été mis dans le faux. Ouais. Tu sais, c'est une belle image, ça a l'air professionnel avec Ouais, du budget, vraiment. puis quand tu regardes ça, finalement, c'est dégueulasse. Les National Lampoon, c'est souvent ça, tu sais, ils ont une belle affiche, puis c'est hâte à regarder, puis là, tu regardes le film, tu sais, mais t'es rendu au 8e, là, Ouais. tu sais, tu fais, ok, ouais. Il était meilleur dans le temps. Ouais, mais, À un moment donné, il aurait dû arrêter. Là, genre. mais tu sais, mettons, dans les Québécois, dans le temps, moi, qui m'avait marqué, c'était Carmina 1. Il me semble que c'est un dentier de vampire dans un verre. Ouais. Oui, oui, Tu sais, c'est super simple en Ah, même mais temps. le tu film com- était écœurant. tu comprends que ça va être humoristique, qu'il va y avoir des vampires impliqués. Il y a comme quelque chose qui est intéressant Y a-t-il là-dedans. une suite à Carmina? Oui, Carmina 2, Ah, ouais, c'est si, ouais. c'est une photo de groupe, là, dans le fond, Ok. l'image du 2, je pense. Ouais, Ouais, c'est moins intéressant. Ouais, la 1, c'est vrai, je me suis Mais tu sais, il fait Vraiment petit cool. dans le fond, c'est Petit qui avait réalisé Ouais. ça. Mais tu sais, les aimants, Oui. tu sais, Ah, c'est c'est vrai. superbe, là, tu sais, pochette, c'est juste comme deux aimants qui forment un cœur, tu sais, puis c'est une belle affiche super C'est simple. vrai. Puis c'était pas les acteurs principaux qui étaient sur la fiche. Non. Non. Mais en fait, c'est souvent qui arrive, c'est drôle parce que j'ai regardé un peu avant qu'on se voit justement des affiches qui avaient été faites à l'époque au studio. Puis il y avait une affiche qui avait été faite, c'était pour les 7 jours du Talion. Ok. Puis c'était. Ah oui, hey, ça, c'est aussi, hein, c'est une plaie Une qui coupure saigne. horizontale avec un segment qui va à la verticale qui crée un set. Ouais. C'était C'est ton mon avant-bras. C'est mon avant-bras Ah sur ouais? lequel on avait fait
il y avait quelqu'un qui était venu, ben, c'est l'ex-copine de Renzo, qui avait fait du maquillage. Ok. Et puis, on avait vraiment fait ça un peu boboche, mais tu sais, à travailler avec juste une petite région de peau, puis c'était devenu l'affiche. Wow. On s'était vraiment amusé de faire de quoi de conceptuel avec cette affiche-là, parce que Fait que lui, je me souviens du prévisionnement de cette affiche-là, là, c'était très tôt le matin, après avoir déjeuné, je me souviens que c'était comme vraiment heavy comme film. Puis l'affiche, elle envoie un peu... Ça veut dire que avant d'avoir le concept du poster, On a vu le film. ils font voici le film. Ça arrive que des fois, ils nous envoient un DVD. Des fois, on voyait pas le film. C'était bien rare, là, mais... Vous aviez quoi? Le scénario, une prémisse? Je me souviens que des fois, je pense qu'on avait comme une rencontre avec les gens de la distribution, puis... Le film, en gros, c'est ça. Ouais, puis, okay. On avait un briefing comme ça, plus papier, peut-être. Ou un DVD, des fois. Mais souvent, c'était DVD ou des prévisionnements. On allait chez Technicolor pour aller voir des petits shoots en prévisionnement. Mais sinon, le 7 jours du Talion, c'est ça. Moi, ça nous avait... Je me souviens, on était allé visualiser avec plein de monde, puis ça m'avait dérangé, ce film-là. J'étais vraiment comme... Mais l'affiche est très sobre, c'est un film très violent. Ouais. Juste pour la décrire, en fond, si quelqu'un l'a pas vu, c'est juste que t'as comme une espèce de coupure là, verticale, avec une goutte de sang qui fait un 7 dans le fond. Ouais. Mais maintenant, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé un peu dans Google Images, ce truc-là, puis là maintenant, pour le DVD, ben, à côté du 7, ils ont rajouté la face de Claude Legault. Ah oui, sur les DVD, des fois, c'est plus pareil. Genre, comme, ouais. Des fois, il y a comme un peu un B-side à Ils vont l'affiche. rajouter des faces à travers. Pour vendre le film un peu mieux, pour mettre une vedette dessus ou... Ouais. Je pense que rendu au DVD, peut-être qu'il y a comme une autre stratégie qu'en salle. Là. Il y en a un qui m'a fait bien gros rire parce qu'il y avait du gros Photoshop weird. C'était Nitro. Quand Nitro, parce qu'il y a... Le premier, ça? Il y a Guillaume Métivierge en chest. Bah, tout. Il y a un manteau, puis là, on voit son ventre, mais... Les tatous. Il y a comme... Ouais, il y a quelque chose... Sur les abs. Ouais, là, c'est c'était ça. weird. Les abs ont été travaillés. Pourtant, il y en a des abs, pour vrai, mais c'est... Ça paraissait que Ça c'était paraît photoshopé, beaucoup, ouais. beaucoup, là. Celle-là, ça a été crève-cœur parce qu'on a travaillé sur un pitch de pour Nitro, puis sérieusement, nos affiches, on était comme trop badass pour le réalisateur. Ah ouais. Je pense qu'on était comme, il dit, ouais, mais je veux pas de gun. Ah, ok. Puis nous autres, on était allé full concept, full gun. Genre, tu sais, vu que le film, c'est ça. Le tu 2 sais, ou le 1? Le 1. Ok. Puis on s'était comme fait canner toutes nos propositions parce que justement, là, on n'avait pas été assez différents. C'était juste comme 10 versions de Guillaume Levétier avec un gun. Puis... Mais c'était le fun de faire des montages puis, justement un peu à l'américaine. Ok. Pourtant, moi, si je peux me permettre là, un commentaire, là, l'affiche qu'ils ont choisie, je trouvais ça tellement peu audacieux. C'est comme s'il y avait comme tout toned down. C'est des images de voitures comme stationnées avec lui comme ça. Puis Avec un... ça donne pas tout le ton de course du la film. barbe de Martin Matt qui a malheureusement pas été photoshopée. Martin Matt était sur le poster aussi? C'était le gros Mais mafieux. il y avait elle, non, aussi, hein, t'avais Lucie elle dans le Laurier. ciel, là. Non, Ouais, mais c'est sa femme, blonde, là. ouais. Sa femme qui est morte, là. Ben, qui attend le cœur. Désolé, là. spoiler. Non, c'est ça, il fallait qu'il la sauve. Mais tout le film, il court, là. C'est comme, il est à dérape, là. On Puis trotte la montre. Nitro, là, nous autres, on avait fait ça. Nitro, fluo avec des guns, c'était cœur, hein. Il y avait du fluo. C'était flashait, là. Ça pétaradait, il y avait des flamèches, là. Pétaradé. Pétaradait. C'est comme en ce moment, je trouve, moi, qu'il y en a deux que je trouve vraiment intéressantes. Legend of Tomorrow, qui est une série télé. Ah oui, les profils, là. Que je trouve que ça ressemble beaucoup, c'est dans les couleurs. Puis, tu sais, dans Guardians of the Galaxy 2 aussi, il y a beaucoup de. Il y a comme un retour de fluo, ça pète de toutes les couleurs. Là. Celle de Guardians of the Galaxy 2 est incroyable, là. Elle est un peu comme de genre le Chris Pratt en position disco, là, un peu, là. Ouais, avec ses ouais. guns, puis Disco. c'est très, très fluo, là. Tu sais, c'est une belle façon de faire un group shot, tu sais, de tous les acteurs, Ça, d'amener c'est- un traitement d'image un peu plus poussé qui donne une signature, tu sais, puis c'est tellement déjanté comme film, comme franchise que ça donne le goût d'aller voir, tu sais. En même temps, c'est pas original dans comment ils sont placés, mais on dirait que les couleurs puis Ouais. le traitement fait quelque chose d'intéressant. Ça rajoute de la vie. Vraiment. Il y avait, on parlait de courir tantôt justement pour Guillaume Lemaitre-Vierge. L'affiche de Catch Me If You Can est belle aussi. Tu sais, il y a Oui. comme deux flèches, Ouais. puis ils sont un peu flous, puis ils se courent après. Ouais. Je trouvais que la composition était belle. C'est aussi c'est un gros retour au Soul Bass, Au Soul en Bass, fait. Là. ouais. Soul Bass, je pense que une de ses affiches les plus connues, c'est Vertigo. Vertigo, The Man with the Golden Gun. Il y avait une approche super graphique. Ah, ok, là. c'est le même Donc, gars, Catch Me ouais. If You Can, il y a cette approche-là avec les C'est flèches pas un le peu même gars, mais rétro. ils sont inspirés de son look à lui, dans le fond. Ok. Tu sais, il y a mais c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Des sur- logos, des brandings. Logos. Soul Bass, c'est un graphiste avec un portfolio rarement égalé. Là. Ouais. Il a fait une grosse marque dans le branding aux États-Unis. Là. C'est-à-dire, c'est le gars qui a fait White Westinghouse, General Mills, des super gros logos là, qui sont encore utilisés maintenant, des fois. C'est lui qui a fait le storyboard. IBM aussi, je pense. IBM, c'est Paul Rand. Paul Rand, excuse-moi, des fois, Mais j'ai mélangé les deux, là. c'est Soul Bass qui a fait le storyboard de la scène dans la douche de Psycho. Ah ouais. Donc c'est lui qui a fait tous les dessins, qui a Le découpé le plan découpage. avec Hitchcock, ouais. Ah ouais.
Regarde, tu me fais un beau lien. Hein? Parce que pour les gars des vues, tu as fait nos posters, mais tu étais aussi mon storyboardiste. Et tu as pris un mot que je connaissais pas, scénarimage, qui est le mot français pour storyboard. Ça m'impressionne vraiment. Le mot? Oui, mais le métier aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant parce que moi, j'y voyais, puis merde, on comprend. Tu sais, tout est là. En fait, c'est. Parce qu'on faisait de quoi? On faisait des fausses bandes annonces, fallait qu'on soit super bon dans la journée de tournage, on Précis, avait 70 plans à faire, fallait qu'on sache précisément comment c'est un plan large, c'est un plan serré, comment bougent les acteurs, qu'est-ce que va être les accessoires, les costumes, tout ça. Fait que je voyais Pierre-Luc, puis ensemble, on trouvait une façon de découper chacune des scènes ensemble. Puis souvent, tu sais, je pense que t'as vu beaucoup de BD, t'as une bonne capacité à pouvoir dessiner comment les corps sont placés, est-ce que c'était clair, profil, es-tu de dos, es-tu assis, puis ça fait en sorte que moi je décris ma scène, on l'a décrit ensemble, puis ok, il me semble que ça manquerait d'un plan large, puis pour avoir un travelling avant, puis il rajoutait des gags des fois même. Ça, tu rajoutes il y a des gags visuels, elle tient tel accessoire, puis c'est drôle, il y a tel poster derrière, puis c'est drôle. Des fois j'ai des pets d'esprit que je me disais ça pourrait être drôle, on va mettre ça, puis là je regardais le produit final, puis il y avait en effet une moufette qui traversait le chemin. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce que moi, quand je réalise, mes départements, après ça, on fait des rencontres avec, puis ils me posent des questions. Le département de costume. Là, comment tu veux qu'elle soit habillée? Puis là, souvent, tu prends l'initiative de, bon, moi j'ai une fille qui se promène, as-tu un talon haut, as-tu un chapeau, as-tu un chandail, comment elle est habillée, tout, ça dessine comment tu y penses, puis je fais, ben oui, exactement ça, puis souvent, je fais juste pointer dans la rencontre avec ma gang, ben comme le dessin, là. Robot Gadget, Robot Gadget, c'est un épisode, en fait, Martin Deschamps qui était réincarné en robot. Vous l'aviez design... C'est ça. C'était... Ah, mais j'avais jamais entendu les trucs, j'ai pas vu ça. Puis à un moment donné, il y a 2 bras, 2 jambes. J'ai vu l'affiche, par contre, puis ça, puis j'étais là, what? Mais c'est incroyable, tu sais, puis... le costume était fait par rapport au dessin. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est quand même un apport important. Quand tu m'as envoyé la photo, là, genre, vous avez engagé un armurier, là, je pense. Ouais, ça. Puis on avait montré la photo de l'armurier, puis il avait fait le costume par rapport à... C'est quand même cool. C'est quand même une grosse contribution. Wow. Mais c'est sûr que, tu sais, comme moi, on faisait une rencontre ensemble, puis je regardais un peu là, le scénario, puis tout ça, puis c'est sûr que moi, tu sais, s'il faut que je dessine... Eric Salvaille dans Fast and Furious, mais tu sais, j'ai quand même mes codes dans ma tête de comment Vin Diesel est habillé dans Fast and Furious, tu sais, ou des trucs comme ça. Fait que tu sais, ça me prend un référent visuel. Fait que moi, tu sais, je le dessinais un peu là, avec une optique là, d'essayer de rendre ça le plus vivant possible, mais c'est pas... moi, c'est comme une corde que j'ai rajoutée à mon arc, ou une flèche qu'on rajoute à on rajoute une corde. Ouais. Des flèches aussi, mais c'est sûr qu'il y a un gros carquois. Un arc pas de flèche. C'est juste des cordes, mais pas de flèches. Arrow comme mince. Mais moi j'ai 3 cordes. Au fil du temps, c'est quelque chose que j'ai offert de plus comme service, puis il y en a pas beaucoup au Québec, là, en télé, là, en pub, plus, là, pour vendre des concepts avec du scénarimage. Mais avec vous autres, je sentais que c'était comme tellement primordial aussi pour bien vendre, puis que les journées de tournage soient rapides. Mais ça, que comme tu le disais, je suis pas coupé des plans, on pouvait voir dans l'ensemble. Avec un producteur, j'ai dit tout, on va économiser du temps. Ben oui. Si on en a un, parce que tu sais, c'est tout le temps un investissement, mais il y a un retour qui tout le monde le catch beaucoup mieux. Les acteurs, au tournage, parce que souvent, moi, j'ai beaucoup de direction d'acteurs, de mouvements à leur faire. Mais là, comment je suis placé, comment je le tiens, ben regarde dans l'image, là. Ok, c'est super précis parce que comment c'est dessiné. Il y a une personne qui tient de cette façon-là, elle tient par en arrière. Puis là, les acteurs, c'est rendu ma mise en scène, c'est leur montrer un dessin. Là. On arrive à combien Mané, je pense que c'était pour Marie-Mé, Mané, et comme ça, puis il y a mis une ampoule qui flash, puis tu fais, ok, elle a une idée. Tu sais, dans le sens que tu rajoutais des fois des expressions ou des points d'exclamation, des petits icônes, puis on arrivait à comprendre comment la personne réagissait, tu sais, ça allait jusque-là, fait que c'était vraiment impressionnant. Puis le montage, il se fait déjà. Ouais. Le montage est déjà fait. Mettons, c'est moi artiste, là, moi je l'ai composé avec le scénario. C'est ça, c'est vrai, on n'a pas encore fini le montage, fait que j'avais mis les images en ordre avec une musique quelconque, puis Nicolas se servait de ça pour le timing. Ouais, c'est comme ça que j'ai comme pensé à ma trame sonore avec le scénarimage. Mais c'est quand même du sport à faire ces affaires-là. Honnêtement, ça tire beaucoup de jus, là. Parce que souvent, je sais pas combien de dessins faut que tu fasses par jour, là. Beaucoup. Ouais, une solide chie. Ouais, c'est ça. Ça prend combien de temps, mettons, une case? De base. Parce que souvent, c'est des 80... Combien de dessins on avait, à peu près? Plutôt pour un 3 minutes, là. Honnêtement... Pour vous, vu qu'on se connaît, puis s'ils ont des amis, comme j'en donnais plus que, comme que le client demande, mais pour de vrai, ça dépend, pour la pub,
tu sais, le noir et blanc, tu peux avoir du couleur, c'est différents prix. T'sais, nous, c'est plus le niveau de finition. Le niveau de finition. Là, nous, c'était plus, on y allait vers de quoi de plus simple, moins raffiné pour avoir vraiment comme plus de volume, surtout dans les délais qu'il fallait qu'on en produise. Là. Parce que ça, à un moment donné, rendu un niveau, t'as comprends l'image. Même si la personne n'a pas deux yeux puis un nez avec une expression, on s'en fout, c'est le corps qu'on veut voir. Il y a beaucoup de réalisateurs, je regardais des fois, c'est lui James Gunn qui fait justement les Guardians of the Galaxy, des fois sur Facebook, sur Twitter, il mettait juste un petit esquisse, là, un petit carré que lui-même faisait juste pour se comprendre, tu sais. Fait que t'es pas obligé d'avoir un illustrateur là, pour faire ça, mais des fois ça l'aide à vendre un peu plus le projet. Puis niveau valeur de plan, mettons, c'est toi qui lui disais filme-les. Oh, lui il arrivait avec une proposition déjà. Souvent on en parlait, mettons, plan large, contre-plongée, on a besoin de tel truc, puis là des fois quand il y avait un mouvement, il faut qu'il fasse l'image du début puis l'image de fin avec une flèche qu'on comprend swerving avant, swerving de côté. Mouvement de grue. Mais c'était commandé essentiellement par le réalisateur où il y a des. Moi, des fois, j'avais des références cinématographiques, mais c'est plus dans la là, des fois, justement, on regardait des extraits de films. Ah, comment ils l'ont découpé dans tel film? Puis là, on regardait, ok, c'est comme ça, ok, en 4 plans. Puis des fois, c'est, ok, là, on n'aura pas le temps de faire 5 plans, faut trouver une façon de le faire en 2 plans. Parce que, à un moment donné, ça va trop coter, on aura, tu sais, parce que chaque plan dans un tournage, c'est la même façon aussi 10 minutes, pour prévoir vos journées de tournage aussi. Quand la centrale fait bon là ça rentre pas, il y a 90 plans, il faut qu'on le baisse à 75 sinon on rentre pas dans la journée. C'est super pratique pour ça aussi là. Fait qu'à la maison, ceux qui font des films, trouvez-vous que quelqu'un ça vaut la peine. Même si c'est pas des effets spéciaux, tu sais, ça aide tellement à voir, tu sais, parce que vous c'est aussi beaucoup parce que vous avez beaucoup de plans verts, tu sais, des green screen et tout ça, mais même si t'as pas des effets spéciaux, c'est tellement un outil qui est quand même précieux, tu sais, pis t'as tellement que ce soit d'engager quelqu'un ou d'essayer de le développer toi-même si t'as pas le budget. Puis en le dessinant, moi quand j'arrivais au tournage, quand toute l'équipe avait vu le storyboard, j'étais pas stressé. Chacun savait où est-ce qu'on s'en allait. C'était quoi le plan. Les départements, ils regardaient le dessin. Oh, elle a un chapeau, faut que j'aille chercher le chapeau. Tu sais, les départements savaient où est-ce qu'on s'en allait, puis on disait, ok, en avant-midi, on tourne le plan 17, 18, nanana. Puis là, ils savaient précisément. J'y repense, puis récemment, dans les projets, j'ai pas eu le storyboard, puis ça me manque, là. Ça me manque. On va se retravailler ensemble bientôt. Contacte-moi. Mais tu sais, Disney, c'est comme ça qu'ils faisaient leurs films, tu sais. C'est justement le plan, le nom vient justement qu'il y avait des gros boards sur les murs, puis ils dessinaient chaque plan. Donc l'histoire, les stories, puis ils mettaient ça sur les murs, puis ils pitchaient les films comme ça, carrément, genre Dumbo, fait que t'avais un dude avec une espèce de grosse baguette, puis il interprétait le film en pointant chaque. Tu peux voir ça sur YouTube, là, tu marques genre Storyboard Disney, là. T'as des vieux de la route, là, des vieux routiers là, qui te parlent là, un peu de comment ça se prenait, puis t'avais Walt Disney avec sa cigarette qui était devant toi, puis fallait que tu pitches une histoire sur un éléphant volant qui venait de perdre sa mère, genre. C'est vrai quand tu y penses là. Ouais, puis il y avait pas de scénario là. C'est vraiment juste comme il y avait une idée, puis il développait ça, puis il dessinait. Un film d'animation, ça tenait sur combien de storyboards? Ça peut être des années là, tu sais, même là, c'est encore une pratique qu'ils font encore chez Pixar, tu sais, qui dessinent carrément chaque scène du film. Puis après ça, ils vont faire comme moi, je pense que de la case 120 à 225. Scrape-moi ça, c'est une scène qui marche pas, on va la redessiner au complet. Ça doit être encore plus vite de le dessiner que de l'animer en 3D finalement. Exact, t'économises. C'est un petit département qui va travailler là-dessus, puis qui. Tu sais, tous les films d'effets spéciaux, de science-fiction. Le crayon est pas mort. Non, non, mais. C'est vrai, c'est vrai. Il est rare, mais il est pas mort, tu sais, mais comme. La première personne qui est engagée dans un film de science-fiction ou peu importe, ça va être des artistes qui vont créer tous les costumes, le monde. Alien, c'est H.R. Giger. H.R. Giger, ça c'est. Qui avait fait un jeu aussi qui s'appelait Dark Seed que j'ai joué sur un Mac il y a très longtemps. Puis c'était les mêmes dessins. C'était un peu comme toujours un peu squelettique, un peu c'est cauchemardesque ces affaires à lui. Complètement. Donc c'est le set design, les créatures, les costumes. C'est des départements d'art. Puis après ça, ils vont comme. Il y a un scénario où il y a un synopsis. Puis après ça, c'est comme. Ils vont aller sur une planète de aquatique, de lave ou whatever. Puis là, ils vont avoir comme 8 artistes qui vont venir de partout dans le monde, qui vont dessiner ça. Puis le réalisateur fait comme ok, ça c'est bon, c'est bon. Luc Besson, ça doit fonctionner. Même si Fifth Element, puis nouveau, Valerian, c'est sûr que ça commence comme ça. C'est tiré d'une BD, Valerian? Valerian, Fifth Element, non. C'est un nouveau film, c'est Valerian? C'est pas sorti encore. Ça sort prochainement. Les affiches sont là. Ouais. Mais ça, il y a une grosse tradition de bande dessinée française, justement. Puis Luc Besson, il a beaucoup pigé dans l'univers d'un artiste qui s'appelle Moebius, qui
Figé, inspiré, copié. Inspiré, mais il est décédé, mais inspiré, mais tu parlais d'Alien puis de Geiger, il y a un bon documentaire à voir qui s'appelle Jodorowsky's Dune. Dans le fond, le film Dune que Denis Villeneuve va refaire éventuellement. Oui. Il y a une espèce d'artiste pété espagnol. Ah non, pas espagnol, pas chilien. Ouais. Je sais que c'est le film aussi que, en fait, le Real, t'allais voir plein d'artistes. Dali, il me semble, il avait été. Dali, mais plus pour un rôle en cinéma, mais il est allé voir justement Geiger, il est allé voir Moebius. Puis Moebius, il avait été engagé pour faire tout le storyboard du film au complet. Puis ça a été scrappé par après parce que c'était comme juste trop dithyrambique là, pour l'époque. Là. C'était pré-Star Wars. Là. Donc c'était trop intense. Il n'y avait pas le budget pour le faire en vrai. Il n'y avait pas le budget pour le faire, mais comme après ça, ce projet-là a comme implosé. Puis tous ces artistes-là se sont retrouvés sur d'autres plateaux. Sur Alien, justement, avec Geiger, sur des Star Wars. Puis c'est incroyable, tu sais. Il y a un autre documentaire, je pense, sur YouTube, sur le making-of de Alien, qui parle, entre autres, de ce projet-là, puis de ces artistes-là. Puis Ridley Scott aussi dessine beaucoup. Ok. Quand on parle de Ridley Scott, c'est souvent un world builder là, qu'il appelle. Là, il va tout dessiner, puis tout, un peu comme James Cameron aussi. C'est du monde qui ont un peu des racines dans les beaux-arts, puis ils savent exactement ce qu'ils veulent. Là. Merde, c'est ça qui me manque. On sait même pas s'il est de face ou de dos, mon personnage, quand je le dessine. C'est drôle, ça fait penser. L'année passée, on a fait Star Wars pour le Bye Bye. Ah ouais. Puis là aussi, c'était le fun parce que, tu sais, on avait des références. Donc, il faut qu'on fasse de quoi de québécois avec ce qu'on connaît de Star Wars. Puis vu qu'on traitait de Star Wars, tout le monde connaît Star Wars, il fallait être super précis. On peut pas avoir la mauvaise couleur. Parce que les fans nous l'auraient dit. C'est ça, il fallait être bien précis. Je me rappelle, à un moment donné, Louis Morissette avait dit ouais, au pire, là. Attends, c'est par rapport à deux vaisseaux. Il y avait un X-Wing, puis il y avait le vaisseau de le Millennium. Il dit au pire, on mettra le plan large du Millennium, puis à l'intérieur, ça sera le X-Wing. Je dis non, fais pas ça. Les gens, ils vont t'insulter. Ça aurait été pire que le scandale du blackface. C'est ça, mais crucifié pour avoir scrappé Star Wars. Il aurait brûlé une poupée à l'effigie de Louis T au Comic Con. Ah, pas Louis T, oh my god, de Louis. Pas Louis T, rien fait, lui. Non, Louis Morissette. Mais tu sais, on avait des Stormtroopers, puis là, il fallait. On les avait dessinés. En fait, la gang de costumes l'avait créé en fonction du dessin, que finalement, c'était un veston. Blanc et noir. Ah, ça c'était cool à faire. Il fallait pour les droits, il fallait qu'on change, mais en même temps, il fallait qu'on reconnaisse tout. Puis là, à un moment donné, je sais pas, l'idée était venue, je sais pas si c'était toi qui était venu, c'était visuellement, Darth Vader qui est mort, c'était. Fallait qu'on comprenne. C'est son fantôme. Non, fallait qu'on comprenne que c'était comme. Non, où est-ce qu'on met les cendres là? Oui, l'urne. L'urne. Fallait avoir une urne, mais que l'urne soit faite comme le masque de Darth Vader, qu'on comprenne que c'est lui qui est mort. Ouais, il y avait. C'est super précis. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on crée pour que ça fonctionne. Même chose avec X-Wing, finalement. De haut, c'était le L du Parti libéral. Oui. Ah, c'est ça. Mais notre job, à nous, c'est de trouver des idées puis d'essayer de bonifier ce qui existe déjà un peu aussi. Là, fait que c'est cool de collaborer à ça avec vous autres. Moi, je me rappelle, je trouvais ça le fun. J'arrivais dans les rencontres de tous les départements, puis j'arrivais avec les dessins en couleur qui étaient bien faits, puis tout le monde savait où partir. Là. Ouais. Quand est-ce que vous faites le bye-bye? Là, cette année, ils m'ont pas rappelé. Nicolas l'a fait. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais, j'ai pas fait. On va voir, là. On espère. Moi, j'avoue que j'adore faire des parodies pour ça. De pouvoir fusionner des univers. C'est une des rares opportunités qu'on a aussi de faire de la parodie avec un budget assez important aussi. Fait que c'est toujours un gros trip. Ça, où est-ce que justement nos idées, on je fait les donner. Je Parc aussi, ça aurait été cool. Là, je recycle le parc aussi. Là, j'ai travaillé avec un gars de 3D là, qui m'a fait des jambes. On va faire des dinosaures, Moi, j'aurais capoté sur un set de. Ça, pour vrai, ça m'a fait capoter ça pour vrai. Il y a un de Vélociraptor sur le bicep. Ouais, il est ici, là. Il est loin, là. On le regarde, là. Personne ne regarde. Pour les gens à la maison. Il y a une patte. Ben oui, je confirme. Il y a une patte de Vélociraptor. Il y a une bouche. Oh, wow. Oh, shit, ok. Ok, nice. Mais ça me faisait capoter parce que on avait une couple de 1000$ de budget pour des fausses plantes, puis on était dans un. Tu sais, je me sentais comme dans le vrai film. Dans le vrai film, il y a une partie qui était tournée en studio. Ouais. Fait que là, j'étais en studio, on avait la vraie Jeep, on avait des faux arbres, puis là, je me disais, waouh, c'est moi qui réalise ça. Vous aviez pris une photo de team, justement, puis t'avais le bleu. C'était blue, ce il y avait plein d'arbres. Il y avait de l'avant-plaque, des vrais arbres, puis c'était vraiment au fond. En fait, comme aux États-Unis, comme un vrai film, ça faisait capoter. C'est vraiment fou, ça. Là, pour ça, c'est moi qui ai fait de la post-prod. Je pense que aux États-Unis, c'est pas toute la même personne. mais au moins, d'être au tournage, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool.
Bon. Fait qu'il y a-tu d'autres trucs qu'on a pas dit à propos du poster? Moi, j'aurais aimé ça voir. Est-ce que dans votre tête, il y a des modes à chaque 10 ans qui reviennent? On est-tu dans une mode précise, puis là 10 ans c'est un autre mode, puis là 20 ans c'est un autre mode? Il y a des codes qui reviennent souvent, tu sais, comme on parlait de jambes, là, de féminines, des affaires même, là, en V, là, comme le graduate, des trucs comme ça, mais je sais qu'il y a un des trucs là, qui revient beaucoup, c'est dans les palettes de couleurs, t'as beaucoup de turquoise pis d'orange, là, tu sais, Dark Knight, des trucs comme ça, là, tu sais. Hey, Dark Knight, d'ailleurs, il y avait pas un poster où est-ce que c'était des buildings qui créaient une forme de chauve-souris? Ouais. C'est cool. Ouais, qui crée son signe à lui. Il y a encore des beaux posters qui se font, tu sais, de la part de studio, mais souvent ça va être des fois même les teasers, tu sais, les posters qui viennent peut-être un an avant qu'il y ait comme toute l'imagerie, tu sais, comme il y a souvent des exemples, mettons, quand tu parles, mettons, de Batman, en cas du Dark Knight, tu avais genre des Why So Serious, là, tu l'avais un peu partout. avec genre Joker un peu flou, tu sais, derrière. Souvent les posters qui sont très qui précèdent quasiment un an ou 6 mois, mettons, ils sont plus créatifs. Je me rappelle de Space Jam, justement, il avait mis, mettons, Bugs Bunny en mauve, mais il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de tagline, il y avait juste ça. Après ça, t'avais Michael Jordan, après ça, t'avais Tweety Bird. Tu disais, c'est quoi? Puis un moment donné, pouf, c'était sorti Space Jam, mais dans les abris-boss, c'était. Puis un an avant, puis il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien, c'était juste des images. Jurassic Park, c'était juste le logo, tu sais, Ghostbusters, c'est juste le logo aussi, tu sais, t'avais pas juste les faces, tu sais. C'est un branding qui est fort, pis c'est des trucs qui résonnent encore des décennies, décennies après. Je sais pas s'il y a vraiment. Je suis sûr qu'il y a des modes parce que tu veux dire. Le sujet des films, il y a un peu des modes, il y a un peu des trucs qui se passent parce que l'air du temps dans lequel on vit fait que ça crée des films différents. Mais je pense qu'on est aussi, tu sais, dans les années passées 2010, on est comme dans une ère où les styles, il n'y en a plus vraiment un nouveau qui se démarque. Il n'y a plus vraiment un mainstream que tu dis genre, ça c'est le style de l'année 2010. Tout le monde veut le nouveau qui vient d'arriver. Ouais, mais je pense que c'est comme si dans les affiches, il y a ça un peu. Des fois, on créait des affiches et on avait l'impression que comme tout avait été fait, tout avait été dit, mais non, des fois, quand t'as un bon concept, puis ça devient unique. Il y a le mode rétro quand même. Oui, il y a beaucoup de... Il y a un retour à... Ouais. Il y a beaucoup de films, je pense, qui... Ouais, Kung Fury, puis Turbo Kid, puis tout ça, tu sais, on a vu... Ils vont jouer vraiment sur la nostalgie, puis d'aller vraiment plus vers comme un concept d'affiche qui a l'air tiré des années 80, là. Mais ça c'est le fun. Mais justement, pour 1981, on avait fait... Avant le Popsicle, on avait fait toute une série comme ça, où on avait comme recréé un spread de options consommateurs du kid que lui, il feuilletait. On avait mis le petit gars sur un BMX dans une page du option consommateur, puis c'était comme si c'était un scan d'un vieux catalogue des années 80. On la jouait vraiment rétro aussi. Ça dépendait vraiment des concepts, parce que chaque film donnait une opportunité différente. Nous autres, on s'amusait avec ça, avec la variété que ça nous apportait. On faisait pas toujours la même affiche. Fait qu'on pouvait aller faire Continental, mais on pouvait aller faire Nitro. Ouais, ça. Qui n'a rien à voir. Non, on s'entend. C'est rare que les gens se trompent. Mais non, c'est pas Nitro, j'ai vu Continental, puis il bougeait pas beaucoup, là. Je sais que là, c'est ainsi comme un gros... comme la dernière affiche qui se fait massacrer, c'est celle du nouveau Spider-Man. Qui se fait massacrer? Ah, c'est solide, là. Pourquoi donc? Ça, c'est quand il non, mais c'est juste le titre, right? Non, il y a eu les teasers où c'est comme en sac à dos, puis sur le bord d'un train, ou sur le bord du Hudson River, là, à New York, pis ça, mais là, maintenant, la dernière affiche qui est sortie, c'est qu'il y a à peu près comme 12 têtes, là, tu sais, pis là, ils veulent dire dans la même affiche que là, il y a comme... C'est le premier Spider-Man avec le Marvel Studios. Fait que là, t'as comme la face de Iron Man qui est quasiment plus grosse que celle de Spider-Man. Puis, tu sais, c'est comme... Il essaie d'en dire un peu trop. Puis tout est un peu comme blendé, vraiment croche, là. Tu sais, c'est vraiment comme... Il y a aucune composition, il y a aucune... ton œil, il va partout. Mais c'est volontaire. Un studio de même a pris le temps de... Ben, non. Pour moi, c'est parce qu'il y a eu... Tu sais, toute la saga Spider-Man, c'est mais là, c'est quoi le titre de ce Spider-Man? C'est Spider-Man Homecoming. Homecoming. Parce que c'est Sony qui avait Spider-Man, ils ont fait des reboots qui marchaient plus, Marvel s'est rapproprié son personnage avec une espèce d'entente bi-studio, fait que t'as souvent du monde de Sony et de Marvel qui avait comme 26 personnes autour de la table, t'es comme ouais non, je pense qu'on voudrait que Iron Man soit plus gros. Ah ouais, non, je pense qu'il faudrait que Spider-Man. C'est des grosses réunions avec ben du monde, ça là. doit être terrible. Pour être le gars qui fait ça, à un moment donné, tu dois juste comme... Tu sais, pour avoir été déjà sur des projets un peu comme ça, tu fais juste comme, okay, tu lâches prise, puis tu fais comme, ok, on va juste clore le dossier, là, on va passer à autre chose. Mais ça... Mais donc, le public a pas été content de ce concept de poster. Ouais, pour certaines personnes, ça passe dans le beurre, tu sais, mais comme à un moment donné, ça nivelle un peu vers le bas, là, dans le fond. C'est bon de savoir que les gens, ils vont pas tout prendre. D'avoir des gens qui commentent puis qui critiquent, c'est intéressant, là. Ça prouve que ça vaut la peine de faire de quoi d'intéressant, là.
Parce que je trouve que si Mais tout le monde s'en foutait sais, tout le temps, les producteurs feraient on s'en fout des posters, on fait ce qu'on veut. Ah, mais ça anyway. demeure la première ligne de marketing. Tu sais, je veux dire, un poster, pour moi, ça donne envie de voir Mais un surtout film. quand c'est 6 mois d'avance, comme quand t'as pas encore vu la bande-annonce, Mais non. c'est super intéressant. Tu vois, surtout quand c'est une suite, tu sais, moi, des affiches que je trouve très belles, c'est toutes les derniers Fast and the Furious, le 7 surtout, tu sais, t'avais comme le char en avant-plan, puis t'avais la gang un peu floue au loin, puis c'était One Last Ride. Tu sais, c'était comme... Puis finalement, il y a une autre. Il va y avoir 3 nouvelles Mais c'est rides. vrai que One Last Ride. c'est vrai qu'il y en a plein Another qui ont road trip. copié Ouais. cette façon de faire. C'est Ouais. pas nouveau, mais dans la composition, il y avait de quoi que tu peux parodier tellement c'est précis. Exact. Tu sais, les Die Hard aussi. Tu sais, je veux dire, il y a- moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les posters de suite de films parce qu'ils trouvent un élément de récurrence dans chaque, mais qu'ils trouvent toujours une façon. Back to the Future 1, 2, 3. Back to the Future 1, 2, Ouais. 3 personnages. C'est fort ça. Ah ouais. Les Ça aussi, c'est Naked, Drew, les Naked Drew Guns. Struzan. Naked Gun aussi, c'était ça. Naked Gun, ouais. Ah, Hot c'est vrai. Shot, Quand tu sais, t'es un côté de l'autre, tu vois une logique. Complètement. Fait que c'est ça. Surtout pour les Suisses, je trouve ça cool comment ils réussissent à se réinventer Hot en Shot, il y gardant. avait de quoi? Hot Shot. C'est dans le deuxième, il tire un poulet. Un poulet, ouais. Ouais, c'est ça. Puis dans le 1, c'est quoi? Ah, le 1, je pense que c'est juste le titre, en fait. Ouais, ça se peut. Mais c'est cool. Moi, j'aime ça comment ils se réinventent à chaque fois. tu Ouais. sais. Bon, mais regarde, on est rendu au bout où est-ce qu'on... Section coup de cœur. Ouais, Coup de cœur. Un petit quelque chose qui vous a marqué dans le domaine du divertissement. je peux commencer si vous voulez. Ouais. Moi, récemment, j'ai écouté une série télé que je savais même pas qu'elle existait. Ça s'appelle Silicon Valley. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Oui. Sur HBO. Ouais, j'ai vu les 2 premières saisons. Ouais. Sur HBO, puis c'est un mélange entre le film Social Network puis Entourage, qui était à HBO aussi. C'est une gang de gars qui sont à Silicon Valley, là où tout est possible, n'importe qui peut créer une application puis aller la vendre pour des millions et des millions s'ils sont juste bons. Fait que c'est tous des nerds qui ont pas souvent été avec des filles, qui ont des problèmes un peu sociaux, il y en a un qui est pakistanais, qui fait du comment t'appelles ça, du coding. Puis t'as un autre dude qui a juste une émotion puis il va toujours parler juste un peu comme ça. Il y a T.J. Miller qui est là-dedans, qui fait le gars qui dit venez dans la Le maison. barman dans Deadpool. Là. Ouais, c'est ça. Venez dans la maison, travaillez, puis si jamais vous avez je vous charge rien, mais si jamais vous avez une application que vous vendez, ben je vais prendre 10% de l'application. Fait que c'est super intéressant parce qu'en même temps ça montre, c'est super moderne sur comment quelqu'un, tu sais, souvent on entend parler, le gars il a créé ça dans son salon avec son ami puis il est rendu milliardaire. C'est le fun de voir c'est quoi les étapes pour vendre ton projet. Puis au début de la saison, qu'est-ce qui est le fun, c'est il y a le choix entre, il vient d'avoir de trouver une nouvelle façon de transcoder, enfin il fait la compression qui compresse x4 un fichier sans perte de qualité aucune. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, gars, je te donne 10 millions puis tu me le donnes, ou je te donne 200 000 puis tu gardes, ça reste à toi, mais je vais avoir un pourcentage sur la suite des choses. Donc, est-ce que je garde une compagnie qui potentiellement peut faire gagner des milliards, ou je la vends 10 millions puis toute ma vie je vais me poser la question est-ce que j'aurais C'est vrai qu'on n'a jamais vu un show qui parle de ça. C'est ça, mais moi le film Social Network et même Job, Ouais. j'aimais beaucoup ces films là pour ce côté là. Puis là tu vois là, il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons de ce plaisir-là de « Oh mon Dieu, ils vont réussir! Oh non, quelqu'un a copié leur concept, qu'est-ce qu'ils vont faire? » C'est encore running? Est-ce qu'ils prévoient en faire d'autres? Ouais, il va y avoir une 5e saison sans T.J. Miller, par contre. C'est humoristique, c'est très drôle. Moi, à chaque fois, je riais, puis à chaque fois, il y avait une finale que tu fais « Oh my God, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Tu sais, c'est un genre de Prison Break pour la finale de... Ah, nice. Ils arrivent à quelque part, puis là, finalement, ils ont pas le financement. Il y a quelqu'un qui... Même s'ils ont rien à... C'est comme... Quand tu commences une petite boîte, pis t'as une grosse boîte qui fait comme Hey, je vais vous traîner en cours, je vais vous dire que vous l'avez copié. Ben, c'est pas vrai. Ouais, mais ça va te prendre 4-5 ans prouver que c'est pas vrai, puis ça va coûter tellement cher d'avocat que tu vas mourir avant. C'est des crosses qui existent pour vrai, puis de le voir dans une émission de même, c'est super intéressant. Donc voilà. Moi, j'ai commencé, je me suis tapé en rafale la semaine dernière 4 épisodes de suite de Plan B à Série Plus, puis maudit que j'ai eu du fun. Ouais. On n'a jamais vu ça. Ça parle de voyage dans le temps. C'est le principe du jour de la marmotte. Si tu savais ce qui s'en venait, comment tu ferais les choses autrement, est-ce que ça pourrait te mettre plus dans la marde? Trame sonore. Comme dans Back to the Future 2, où est-ce qu'il revoit sa scène. Exactement. Oh oui, il va dire ça. Ah oui, il le savait. Tu sais, puis là, tu feel bad parce qu'il n'a pas encore réussi. Fait que là, il revient encore plus loin. Je dirais pas de détails importants, mais ça vaut la peine. Il faut vraiment la regarder. C'est une bonne série. C'est fait ici. Louis Morissette, super bon là-dedans. Vraiment. Ouais, moi, des fois, Lou Morissette, tu sais, je vois, en plus on le connaît personnellement, fait que je vois l'humain qui joue un rôle, tandis que là, il est vraiment dans son personnage. Je me suis perdu, puis c'est le fun aussi parce que moi, j'ai consommé à outrance District 31. Et puis, c'est le fun d'avoir Magali Lépine Blondeau dans un rôle vraiment plus vulnérable, vraiment amoureuse, déchirée un peu. Donc, l'univers de ça, le voyage dans le temps, la réalisation, tout, c'est le vraiment... même réalisateur puis scénariste qui avait fait
François en série. Ah oui, ok. François en série, c'est un peu pété puis différent. Fait que, on voit ça, on connaît sa plume. Complet. Fait que moi, je recommande Plan B chaleureusement. Ça va être probablement la dernière série québécoise de Série Plus. Faut pas penser à ça, faut regarder les autres épisodes pour en profiter. non, mais dans le sens que j'espère qu'ils vont régler cette situation-là. Profitons-en pendant que c'est encore là. Série Plus, on s'entend que moi je l'écoutais quand il y avait des séries québécoises, j'ai eu sur aussi avant, mais là si t'enlèves les séries québécoises puis c'est juste des appropriations américaines traduites. Il y a des bonnes, je regarde aussi Marche à l'ombre qui est super bon, c'est drôle, c'est poignant, on en fait de la bonne télé, c'est officiel. Faut savoir fouiller des fois parce que parce qu'il y en a bien qui disent pourquoi je regarderais une série québécoise quand il y a une série 10 fois meilleure américaine, pourquoi je descends, pourquoi je ferais comme c'est correct pour une série québécoise. En effet, il y a plusieurs séries qui sont comme ça, mais il y en a d'autres qui sont bonnes même si on les compare pas à ce qui se fait ailleurs, elles sont juste bonnes. Ça, c'est le même problème aussi quand tu sais, en design, dans le fond, nous, on est souvent meilleur quand on a des contraintes, des contraintes de temps, des contraintes budgétaires, des trucs comme ça. On trouve un filon créatif. Avec les bonnes séries québécoises, comme Série Noire, comme ce que vous parlez, c'est un peu la même affaire. Ils ont des contraintes. Le problème, c'est quand il y a des. On essaie de faire, justement, c'est drôle que je pense, mais comme une copie, une pastiche. Copie, tu sais, comme mettons Nitro, ça sera jamais Fast and Furious. Jamais. Puis le fait que la promotion était sur le fait de hey, c'est un Fast and Furious québécois, là les attentes deviennent. On peut pas concurrencer directement, fait qu'il faut être créatif. Oui, parce qu'enlève cette prémisse-là, Nitro, ça se regarde très bien. C'était plus un film sur le don d'organes. Mais c'est vrai, oui. Il y a pas de course de char tant que ça. C'est vrai. Signez votre carte. Mais si tu t'attends pas à Fast and Furious, c'est un très bon film. Grosse campagne des mots Québec. Mais ça qui est dangereux, le prochain film de Robin Aubert, un film de zombies. Moi, j'allais le voir, puis il a dit moi, c'est un film indépendant. C'est un film d'auteur dans lequel il y a une couple de zombies. Mais les gens, s'ils s'attendent à voir un film de zombies, Walking Dead avec les codes, ils vont être déçus. Fait que c'est dangereux des fois. Puis j'espère que j'ai pas vu encore l'affiche, mais j'espère que l'affiche est pas trop style le film de zombies parce que les gens, ils vont s'attendre à quelque chose qu'ils auront peut-être pas au final. C'est le danger aussi, j'imagine, quand tu fais des posters de. Mais il y a quelques années, il n'y avait pas sorti un film aussi, justement, un peu lugubre. Le Scaphandrier? Non, ça avait vraiment pas fonctionné. C'était pas ça, hein. Avec. Qui avec je C'est le gars de Radio Enfer, là? Ouais. Ah ouais, c'est ça, hein? Il est bon. J'ai l'affiche dans la tête, mais j'ai. C'est Marcel Desdarnés? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Robin Aubert qui avait fait ça aussi. C'est cool, ça. C'est ça que je me souvenais. Que je me disais plus. Pierre-Luc, ta recommandation culturelle. Ma recommandation culturelle, mettons, série, moi, ce qui me fait vraiment triper, là, c'est la série Leftovers sur HBO. Ils font. La première saison est vrai, tu sais, c'est un niveau de qualité puis de scénario. C'est un des gars qui a fait Lost, Damon Lindelof. Ouais. Qui a écrit cette série-là. Et c'est incroyable, c'est que la prémisse rapidement, là, c'est que du jour au lendemain, il y a peut-être comme 2% de la population de la planète qui disparaît. Ah, c'est avec l'acteur de Lost aussi, le blond, hein, c'est ça, celui qui faisait Sawyer? C'est avec le gars qui sort avec Jennifer Aniston. Je me souviens plus c'est quoi son nom, là. Ok. Il est comme à moitié nu tout le long du show, mais il est vraiment cool, il y a de la répartie, puis c'est très, puis vu que c'est HBO, ça veut dire qu'ils vont loin. Ils vont loin, ouais, c'est beaucoup dans les thèmes religieux. Tu sais, qu'est-ce que tu fais du jour au lendemain? T'as comme, tu perds ta femme ou tu perds tes 3 enfants, puis il y a des sectes qui se créent un paquet de trucs, tu sais, comme autour de ça. La première saison, elle est vraiment, vraiment deep, sombre, mais très, très bonne, tu sais. Mais ma blonde, elle était démoralisée après la première saison. Mais dès la saison 2, tu vois qu'il joue un peu plus avec les codes de la série, il s'amuse un petit peu plus. Il y a une scène dans l'au-delà, puis il fait du karaoké à un moment donné, c'est tellement puissant, ça n'a aucun sens. Puis là, la saison 3 est en train de se terminer là, sur HBO, il n'y en aura plus après. Justement, parce que c'est comme un des shows les plus mieux cotés présentement là, dans les sites d'agrégation, agrégateurs de critiques, Metacritic, des trucs comme ça. De base, la prémisse, c'est sans savoir pourquoi 2% de la population meurt. Ouais. Ok. Ils disparaissent. Ils vanishent, là, tu sais, comme d'un instant à l'autre, là. Puis est-ce qu'il donne une possibilité d'indice? Parce que là, il explore plus. Là, souvent, il était bon pour créer des mystères, puis à la fin, quand il fallait conclure, il y avait bon, comment qu'on finit ça, show-là? Je sais pas, il m'en reste un épisode à voir. Je sais pas s'ils vont l'expliquer, même s'ils l'expliquent pas, le mystère, puis la dynamique entre les personnages. Ça, c'est. Ouais. Puis sinon, peut-être je pourrais faire une petite plug côté musical aussi, là, un petit truc culturel, là, Léandre. Et. Tu fais ma plug? Ouais, je vais faire ta plug. Tu veux-tu faire une plug de toi? Non, je vais faire une plug de toi. Léandre, il est beatmaker. Alright. Puis ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable, là, honnêtement. Là, autant côté hip-hop avec ses comparses MC, dont ST, mais toutes ses beats instrumentales
comme pour travailler, là, allez vous chercher Ils sont ça. accessibles de quelle façon? Sur Bandcamp. Sur bandcamp.com. Alright. Mais c'est un album instru qui est sorti qui s'appelle Keep It Moving. C'est un 14 track. Alright. C'est le 4e volume instrumental que je sors. Ça fait comme déjà une couple d'années que je travaille sur le beatmaking, mais c'est comme. C'est un peu. C'est côte à côte avec mon graphisme, là, la musique, là, c'est une inspiration, mais. C'est-à-dire que est-ce que tu composes des beats que tu réécoutes en faisant du graphisme? Des fois, je travaille sur de la musique puis sur du graphisme un peu en même temps. Là. Je suis comme le contraire de trouble d'attention. Là. Je suis capable de faire 2 trucs en même temps. Des fois, c'est pas bon. Là. C'est trop s'éparpiller dans ce qu'on fait. Mais merci pour la plug. Ça fait plaisir. Moi, j'écoute ça en travaillant puis j'attends tout le temps les new releases. Les new releases. Très smooth. Là. C'est un truc instrumental qui s'écoute bien. C'est pas dur à l'écrire. Allez écouter. Mais ça? Puis sinon, veux-tu plugger un truc que t'as aimé? Moi, sinon, ma plug culturelle, je voulais faire, c'est que ce temps-ci, j'écoute beaucoup les nouveaux épisodes de House of Cards. C'est assez absurde d'écouter ça pendant que Donald Trump fait vraiment de la vraie bouse, là, comme sur la terre, là. Mais bon, House of Cards, c'est écœurant, comme les personnages sont... Ça continue saison à être bon? Ouais, ils sont rendus à 5? l'épisode... Ouais, c'est la saison 5, ouais. 5? L'épisode, je pense que je suis rendu à l'épisode 50, là. C'est comme... je sais pas combien il m'en reste, mais... aussi, le show de Dave Chappelle, il a sorti 2 spectacles. J'ai vu celui au Texas. Ouais. J'ai tellement ri. J'étais dans l'avion, puis je riais tout seul comme un épais, mais je suis sûr que j'ai dérangé le monde, mais je riais fort. C'est malade. Il a sorti 2 spectacles live. Il y a comme tellement quelques drôle. semaines. Allez écouter ça sur Netflix, c'est délicieux. Je pense que Plug culturel va devenir le jargon officiel de... Plug culturel? Plug culturel, la plug culturelle. Parfait, ben merci bien gros d'être Merci beaucoup les gars, c'était vraiment intéressant. Gros merci à vous. Moi j'ai appris plein de trucs, mais j'imagine que les gens aussi, surtout de la façon de faire au Québec, faire les pitchs devant les producteurs, tout ça, là, les dédales de la production cinématographique au Québec. Fait que là, dans le fond, si vous voyez un beau poster prochainement, là, pensez à nous. Prenez le temps de l'admirer, regardez-le, puis dites-vous qu'il y a des gens qui ont travaillé fort. Là.